Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 50e épisode d'Ose écrire Champagne. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Aurore, avec laquelle on parle de sa saga Subdawn, et on parle de world building, d'auto-édition, d'entraide, de profil MBTI, d'énéagramme, j'en passe, et des meilleurs. Bref, c'était un épisode passionnant, le plus long jusqu'à maintenant, et sincèrement, ça aurait pu durer encore des heures. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Tac. Ah, je suis trop content. Tu sais que là, j'étais en train de me perdre sur ton site. Je regardais je regardais les personnages et je me disais, parce que j'avais pas tilté la première fois que je suis allé voir, j'avais été hyper concentré sur les musiques des personnages. Oui. Et là, j'ai vu que tu avais mis, c'est les énéagrammes et les profils MBTI, si je dis Ah, pas de tu bêtises. connais? Ouais, Ouais. ouais, mais ça me passionne. Et Noémie, elle est de mon profil MBTI, INTP. Ah, les Et du petites coup, j'étais INTP. là. Et après, je regardais. Ennéagramme, j'ai jamais trop creusé avec moi. Mais je sais que c'est tête cœur corps, non? C'est un peu un espèce Ouais, de ouais, truc c'est comme un peu ça. ça. Ouais. Ouais, ouais. Et je me reconnaissais bien dans son truc. J'étais là, putain. Et en fait, c'est trop marrant parce que ça t'accroche de fou. Et du coup, tu sais, t'es là, tu fais putain, tu sais, genre, dans la playlist de Noémie, il y a beaucoup de chansons que je connais pas. Enfin, il y a certains artistes que je connais. Mais du coup, j'ai envie de l'écouter pour voir si, genre, tu sais, ça va résonner avec moi ou Ouais, pas. si ça te parle. Après, faut savoir Ouais. que moi, j'écoute jamais les paroles des chansons. Et en fait, je Ouais. me base uniquement sur l'ambiance. Et des fois, les paroles, je suis en mode, ah putain, bah ça tombe bien. Mais je fais pas forcément attention et je sais que c'est vraiment que l'ambiance sur laquelle je me base. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas retenir les paroles des chansons. Et que ce soit en français comme en anglais, hein. Franchement, tu me mets une Mm. chanson en français, tu me demandes après de quoi ça parle, je suis incapable de te le dire. Ouais, bah sincèrement, je suis comme toi sur les Ouais. musiques. Je fonctionne beaucoup à l'énergie ou en tout cas à ce que ça dégage, tu vois. Et, euh, et ouais, franchement, putain, ton site, il m'a happé quoi. J'étais là, ah ouais, trop cool. Tout, je regardais les trucs. Ouais, Franchement, ça me fait trop plaisir. ouais, je sais pas si tu as même t'as fait. Enfin, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que je sais à quel point c'est difficile de tenir un site à jour, d'y mettre toutes les infos qu'on veut. Et je trouve que, alors j'avoue que c'est surtout la page des personnages qui m'intéresse beaucoup, tu vois. Mm. Mais elle est hyper succincte. Il y a tellement d'infos. Il y a tous les petits détails, je trouve, qui sont. Peut-être t'as le petit mood board, t'as la musique. Franchement, bravo. Vraiment. Tu vois, quand j'étais avec Élise, elle m'avait dit discute avec Aurore, tu vas voir son rapport à l'auto-édition, tout son univers, tout ce qu'elle fait, etc. Et ouais, du coup, franchement, tu sais, je sais même pas par où commencer, je suis impressionné. Ouais, ça me touche beaucoup en tout cas. C'est-à-dire que je fais pas tout ça non plus pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent l'apprécier, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais, clairement, clairement. C'est du coup, je rentre direct parce que je suis hyper curieux. C'est un univers Subdawn, ça, je prononce bien. Ouais, ça me Ouais. donne. Ouais. C'est Il y a un beaucoup de univers gens que qui disent Subdown parce qu'ils ouais. pensent qu'en fait, comme c'est le sous-titre il est en anglais, bah, du coup ils essaient de faire un mélange. Bah, en fait, non, et il y a une vraie justification de pourquoi ça se dit Subdown et pas Subdown. Il n'y a pas Est-ce de que W. est-ce que c'est une signification qu'on comprend en lisant ou tu peux le OK, d'accord. Donc Ouais. on garde le secret. Ouais, Ouais, je pense c'est que cool. c'est mieux. C'est Ouais. mieux quand même parce qu'il y a vraiment tout le principe magique qui est résumé dans le titre, mais les gens OK. ne le savent pas au premier abord du coup. Tu m'intrigues trop, tu m'as accroché, putain. Bien joué. Et c'est un univers que tu as commencé à bâtir il y a longtemps ou pas? Ouais, il y a très longtemps. Faut se OK. dire que moi j'ai eu la première idée quand j'avais 16 ans et demi. Et OK. maintenant j'en ai 30. Donc ça fait Ah, presque 14 ans que j'ai eu l'idée. Ça fera ça en mois de février, du coup, prochain. Donc ouais, ça fait un petit bout de temps. Et je sais que une fois en fait que j'ai eu cette idée-là,
J'ai écrit quelques chapitres. Après, je me suis arrêtée. Parce que j'en ai écrit 4-5. Mais déjà, c'était un record chez moi. Parce que d'habitude, Mm. j'écrivais plein d'histoires. Mais genre 2-3 chapitres. Et là, j'avais atteint les 5. C'était en mode waouh. Truc de fou. Et en fait, j'ai arrêté pendant un an. J'ai retesté d'autres trucs. Et en fait, il n'y avait aucun qui m'accrochait. Et je suis retombée sur ces 5 fameux chapitres-là. Et en fait, j'ai continué. Et après, j'étais accro, quoi. Et après, je suis restée. Et c'est devenu vraiment ma seconde maison, ma deuxième vie, on va dire. Putain, c'est fou en vrai. C'est fou. Et c'est du coup team 95 aussi. On est Ouais, ouais, ouais. ok. La meilleure J'ai team. ouais, la meilleure bien sûr. J'ai passé le cap il y a 4 jours là, tu vois. Donc Ah, c'est ok, bon. donc tu es Lyon. Ouais, exactement, exactement. Ça, tu vois, c'est un truc que j'ai pas que je connais pas trop. J'ai vu que tu avais mis aussi les Gémeaux avec les signes avec les ascendants, mais je maîtrise pas trop encore ça. Ouais, bah c'est plus compliqué encore. Je pense qu'en termes de facilité, t'as quand même l'énéagramme d'abord, Ouais, puis le MBTI, puis l'astrologie. Mais ouais, l'astrologie, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour avoir des bases, c'est plus facile que des fois certains trucs du MBTI quand même. ouais. Le MBTI a un côté qui m'a parfois un peu frustré parce que je trouve qu'en fonction des moods, parfois tu peux rentrer quand t'as des trucs qui sont un peu 50-50, tu vois, tu switches un peu entre les différents profils. Et parfois mon esprit cartésien aimerait bien être dans une case, tu vois. Et en même temps, c'est bon, c'est quand même cool de pas être parfaitement dans les Ouais. cases. Mais pour te rassurer un Et petit peu, ça c'est parce que c'est la théorie française que tu as dû voir, genre 16 ouais, personnalités, etc. Et ouais. en fait, le MBTI, c'est plus que ça. Et en fait, t'as jamais du 50-50. Et le MBTI, en fait, quand tu prends la théorie vraiment complète et pas simplifiée par 16 personnalités ou même d'autres théoristes français, bah, en fait, tu te rends compte que non, tu n'as qu'un seul MBTI. Il y a beaucoup qui se Hmm. trompent en plus en faisant les trucs sur 16 personnalités. Souvent, si tu te. Enfin, voilà. Et en fait, le MBTI prend en compte l'évolution dans le temps. Parce que du coup, en fait, ça se base sur des fonctions cognitives plus que juste des lettres. Alors, Ah les lettres ouais. ont un sens, mais derrière, si par exemple t'es F pour feelings, ça veut pas dire que derrière, en fait, tu utilises que tes émotions. Non, parce que du coup, ça veut dire que si t'as un F dans ton MBTI, bah, ça veut dire que c'est une de tes deux fonctions principales, mais c'est juste que ton T, ton thinking, il est en troisième ou quatrième position. Et en fait, tu Hmm. utilises tes 4 fonctions cognitives, que ce soit intuition, sensation, feelings et thinking, mais c'est juste que tu as un ordre précis. Et après, ça dépend si tu les utilises de manière extravertie ou introvertie. Si tu utilises ta toute première fonction comme quelque chose d'extraverti, tu es E. Et Hmm. si c'est ta toute première fonction est une fonction introvertie, tu es I. Hmm. Et du coup, il faut vraiment le décomposer parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent bah moi je me sens plutôt extravertie, mais pas tout le temps. Et du coup, bah des fois je suis E, des fois je suis I. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien être un type introverti dans ton MBTI, mais être de manière générale assez ouvert vers les autres, etc. Ça dépend de beaucoup de facteurs là-dessus. Et la théorie française a enlevé tout ça pour mettre en des cases encore plus basiques. Alors que derrière, en fait, il y a une richesse énorme et qu'après, bah, faut aussi associer à d'autres choses comme l'énéagramme, l'astropsycho, le vécu de la personne, même d'autres trucs qui sont pas Hmm. théorisés, etc. Pour que, en fait, tu t'aies vraiment la big picture du truc et que ça fasse une personnalité propre en fait. Parce que quelqu'un qui a le même MBTI, tu vois Noémie, le personnage qui a le même MBTI a priori que toi, je dis a priori parce que Ouais, faut pas creuser sûr un du peu la coup. théorie Hmm. pour voilà. Bah, typiquement, vous êtes deux personnes très différentes, mais vous allez vous comprendre sur votre fonctionnement cognitif donné par le MBTI. Mais derrière, ça veut pas dire que vous aurez tout pareil non plus quoi. Hmm. Ouais, Et c'est c'est ça qui est passionnant. intéressant de creuser. Ouais, ok, du coup je comprends parce que effectivement, moi j'ai été confronté à deux choses dans mon ancienne carrière d'ingé. Un truc que j'avais fait en off qui était la process com. Alors je sais pas si ça te parle, mais c'est pareil, t'as des histoires de Ouais. profils comme ça. Et Mm. là c'est pareil, c'est américain. On était rentré dans le détail, dans la richesse dont tu parlais un peu. Et le MBTI, je l'avais vu dans une formation de management un peu mid-tiers, tu vois. Mm. Et effectivement, il n'y avait pas cette richesse-là. Et ça manquait du coup de tout ce que tu viens d'expliquer. Et tu vois, du coup, je comprends l'explication que t'en fais.
Ouais. Ouais, et Ah, puis si c'est tu veux, je pourrais te donner des petites sources sympas. Alors, carrément. en français comme en anglais, tu me diras ce qui toi tu veux, qui sont intéressantes. Il y a un site en français que j'ai trouvé par miracle qui explique bien ça, mais tu vois, c'est le seul que j'ai vu. Ok, ok. Bah en vrai, carrément, et je le mettrai en description en plus, ça aidera, parce Bah que du coup, la question qui m'est venue, c'était, toi, tous ces outils-là, tu les as découverts comment? quand quand je suis arrivée à la fac, donc Ok. tout juste 18 ans, et qu'en fait j'étais un peu dans les remises en question de la vie et de ce qu'on veut faire, de qui on est, etc. Et en fait j'ai trouvé déjà des choses, des sources sur l'astrologie, puisque l'astrologie en fait c'était le truc que tout le monde un peu connaissait, entre guillemets, tout le monde connaît son signe solaire, etc. Et en fait c'est un peu ma porte d'entrée. Et en fait après j'ai appris en cherchant un petit peu même d'autres choses, en allant d'un truc à l'autre, etc. J'ai appris le MBTI. Et en fait, je l'ai d'abord utilisé pour moi, pour en fait me poser les bonnes questions, plutôt que pour savoir qui j'étais, parce que j'attends pas qu'un type psychologique me dise qui je suis, mais plutôt pour me les poser, pour voir ce vers quoi je vais tendre, etc. Qu'est-ce que je veux dans la vie, qui je veux devenir aussi, et qui je me trimballe aussi depuis la naissance, quoi. Donc, et en fait, ça m'a aussi aidé après, en deuxième, on va dire, à essayer de comprendre un peu plus mes proches, à comprendre les différences de fonctionnement, de pourquoi est-ce qu'ils fonctionnaient pas pareil que moi, pourquoi je me sentais des fois un peu différente. Et en fait, après, comme j'écrivais aussi en même temps mon tome 1, ça m'a permis aussi de prendre pour exemple mes personnages et de me dire, Hmm. bah, en fait, je vais pouvoir m'en aider pour les créer, pour leur donner une vraie personnalité, pour leur donner de la substance, pour qu'ils aient une cohérence aussi. Parce que comme je me lance dans une saga, si les personnages sont pas cohérents entre le premier tome et le quatrième, en fait, ça marche pas. Et du coup, il me fallait une bonne base bien solide de connaissances de mes personnages, les connaître par cœur, comprendre qu'ils fonctionnent pas de la même manière, ils prennent pas leurs décisions de la même façon, ils ont pas les mêmes défauts, les mêmes qualités, ils ont pas les mêmes caractéristiques, parce que des fois, j'aime pas trop parler de défauts et qualités, parce que pour moi, c'est une caractéristique et après, t'en fais quelque chose de mauvais ou de bon ou de moyen, ou enfin voilà, tu mets un peu tes propres trucs, ton propre niveau, on va dire. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé personnellement, mais aussi du coup à comprendre les autres autour de moi et à comprendre mes personnages et à comment les rendre réels. Parce que du coup, pour moi, si tu passes pas par un peu ce côté où il faut creuser tes personnages, alors que ce soit avec des typologies psychologiques ou pas, hein, tu peux creuser sans, mais il faut juste se poser les bonnes questions quand même et pas rester qu'en surface. Et c'est vrai que les théories psychologiques aident à essayer de se poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé au premier abord. Du coup, au final, ça permet voilà, de donner plus de poids en fait à ces personnages et qu'on y croit. Et je sais que moi, rien ne me fait plus plaisir que quand un lecteur me dit, et ça arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, où on m'a dit, mais en fait, les personnages, j'avais l'impression que ça pouvait être des gens que je pouvais croiser dans la rue en fait. Et là, je me suis dit, ah bah banco, j'ai tout gagné en fait. Si les gens pensent ça, très bien, parfait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, merci pour ton partage. J'ai plein de questions qui me viennent. C'est la première là, tu m'as parlé d'une sorte de base de connaissances que j'imagine forcément vu que si j'ai bien compris, il y a 7 tomes puis tout le reste autour. Elle ressemble à quoi cette base de connaissances aujourd'hui là? Aujourd'hui, c'est un peu clairsemé, j'avoue. De base, moi, j'écris tout sur Word avec des Ok. tableaux Excel aussi, enfin des trucs du genre. Donc, ça veut dire que j'ai des fiches personnages de partout. Et sauf que après, j'ai fait aussi pas mal de choses, mais vraiment random. Par exemple, sur Miro, je sais pas si tu Ok. connais, c'est un peu un tableau blanc où tu mets plein de trucs. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu désorganisé. J'ai trop de fichiers dans tous les sens pour mes personnages, etc. L'avantage, c'est que ça fait presque 14 ans que j'ai commencé à les connaître. Donc, dans ma tête, j'ai plus trop besoin de me fier à mes fichiers. Surtout que mes fichiers que j'avais fait à l'époque, du coup, sont plus tant que ça valables tous, en tout cas, ou à des niveaux différents. Parce qu'il y a eu beaucoup de réécriture, etc., notamment du tome 1. Du coup, il y a eu beaucoup de changements.
Enfin changement ou évolution on va plutôt dire, parce que pour moi c'est pas des vrais changements, mais voilà. Mm. Et du coup, je sais que moi, un de mes projets là à court terme, c'est que j'ai vu un logiciel qui permettait, qui est utilisé normalement pour le jeu de rôle, qui permettait d'écrire un peu tout le lore autour du jeu de rôle. Et en fait, ça peut être utilisé aussi pour les auteurs. Et du coup, j'ai envie de tester ce logiciel-là. Alors, il est payant. Mm. Donc je vais voir ce que ça donne. Je pense que de toute façon je vais le tester et je sais que mon copain qui aime bien faire du jeu de rôle le testera aussi pour ses trucs à lui. Mais du coup, à voir ce que ça va donner. Et le but, c'est de mettre toute ma base de données là-dedans, que je puisse aussi la tenir à jour. Parce que là, mes Word, etc., à un moment donné, j'étais sur OpenOffice, il faut faire les conversions. Et Ah puis, ouais. enfin, c'est horrible parce qu'un Word, en plus, si tu veux mettre des images, des moodboards, tu peux pas. Donc c'est un peu complexe d'en avoir dans tous les sens, d'avoir des trucs dans le dossier images, des trucs dans le dossier fiches de personnages, enfin il y en a de partout quoi. Ouais. Donc il me faut une base où je peux tout mutualiser. Donc je vais Ouais. tester et on verra ce que ça donne. Ouais, bah écoute, I feel you parce que parce que j'ai le même sentiment. J'ai commencé un peu, tu vois, j'avais pris des notes sur mon Mac à l'époque, donc sur Ouais. Page, tu vois. Et Ah donc oui, après, j'avais bossé sur Word parce que t'avais la fonction Drive, donc tu pouvais travailler de n'importe où. Et puis du coup, à force, après, tu te dis ah ouais, non mais attends, un tableau Excel, et puis l'explosion. il y en a partout. Vraiment, ouais, il y en a partout. Après, je suis d'accord avec toi que souvent dans ces univers-là, c'est des choses qui te tiennent tellement à cœur et qui viennent depuis tellement longtemps que euh, les personnages sont quand même bien bien ancrés, donc Mm. ça aide. Mais effectivement, tu vois quand même un moment que mettre de la structure dans tout ça, ça va avoir son importance. Et puis même à terme, tu vois, même pour partager avec les gens aussi, je trouve ça super cool. Tu vois, tu as évoqué le jeu de rôle avec ton copain qui en fait, du coup, si j'ai bien compris. Moi, tu vois, je joue pas du tout au jeu de rôle, mais je suis un fan des bouquins de genre Mm. de personnages ou de monstres Ouais, des c'est trucs de jeux de facile. rôle. Et donc parfois, j'en achète comme ça et je les regarde juste faire ah putain, c'est cool. Et ça, j'avoue que c'est un truc, c'est du putain, une sorte d'encyclopédie de ton univers à la fin, c'est quand même un truc, ça peut être sympa, quoi. Ouais, Mais. complètement. Et puis même des fois quand tu cherches une info, des fois qui est pas forcément sur le caractère, mais Hmm. qui est par contre, par exemple, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai cherché la taille d'un Ah personnage. ouais. Et du coup, j'étais en mode, alors il y en a certains, je l'ai à peu près en tête, enfin, je sais à peu près c'est quoi l'ordre de grandeur. Mais est-ce que j'ai mis un chiffre? Hmm. Et là, du coup, tu te dis, ah, purée, en fait, je sais plus, mais il va falloir que je cherche ça. Mais bon courage pour rechercher ça dans tes manuscrits précédents, quoi. Quand Ouais, t'es dans c'est le tome clair. 3 et qu'il faut faire des recherches dans le tome 1 et dans le tome 2, Ouais, ça ouais, commence à ouais, faire beaucoup. ouais, C'est facile quand il y a 5 chapitres et que t'es au début, mais après c'est ouais. compliqué. Ouais, et puis des fois, juste pour savoir, est-ce que tu l'as écrit, en fait? Et Ouais, tu c'est vrai. des fois, C'est c'est vrai. pas facile de le savoir, et du coup, d'avoir un document à côté, bon, bah, au moins, t'es sûr que, hop, t'es cohérent et qu'il n'y a pas de problème. Donc, on verra. C'est un gros chantier, je pense, à lancer, de faire ça. Ouais. Mais je pense que je le ferai, si c'est pas là tout de suite, je pense que je le ferai pendant que mes bêta lectrices sont en train de bosser sur le tome 3. Hmm. Ouais, c'est un peu un combat, enfin, un combat de longue haleine de réussir à organiser ses pensées et ses notes. Hmm. Je sais qu'au-delà de l'univers dont on parlait, moi par exemple, je sais que c'est un enjeu, franchement, un enjeu constant. Je cherche la meilleure manière de pas perdre mes idées, tu vois. Hmm. Et quelque part, j'ai l'impression que la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est un peu un truc fourre-tout où juste je les dépose, quoi. Et, et après, je crois à la bonne énergie et la bonne étoile qui me fera rouvrir un jour une note pile au moment où j'en aurai besoin, tu vois. Mais j'avoue que c'est un truc vraiment, c'est pas évident, quoi. Et tu me parleras quand tu auras essayé là, le logiciel en vrai. Ouais, Je suis curieux, je suis curieux. ouais, carrément. J'avoue, j'ai essayé beaucoup de trucs pour tenir des notes à jour, mais ouais, c'est jamais trop évident, je trouve. Bah ouais, c'est pour ça que là, ça a l'air d'être un peu fait pour. Donc, Ouais, à voir ce ouais, que ça donne. ouais. Et un point, moi, contre lequel je me bats assez souvent, avec bah, notamment les auteurs de fantasy, parce que c'est quand même très, très nous, ça, le world building, etc. Mm. Et je croise pas mal d'auteurs qui sont enfermés dans ce truc de world building et qui en oublient d'écrire des histoires, tu vois. Mm. Et je me demandais, toi, comment tu as réussi justement à faire les deux finalement et à un moment à passer le cap, à te dire, ok, peut-être que mon univers il n'est pas parfaitement défini, mais je vais quand même commencer à écrire et publier les premiers tomes, etc.
Bah, en fait, moi, je suis partie directement sans beaucoup réfléchir à l'univers. Ah, ça, ouais, ok, c'est intéressant. En fait, j'ai pensé plus au personnage d'abord. Et après, Ah. je savais que j'avais des bases, etc. Moi, j'ai toujours voulu écrire le livre dont j'aurais été fan ado. Parce que quand on me posait la question c'est quoi ton livre préféré, même encore aujourd'hui, je suis incapable de répondre. Je ne peux pas en fait, je n'ai pas de livre préféré parce qu'il n'y a aucun livre qui rassemblait, tu vois, tous les éléments que j'aime en un seul, alors qu'il y a plein de livres qui ont certains éléments, mais ils les ont jamais tous. Du coup, je voulais ça et je savais que ça passait par des personnages déjà que j'apprécie, qui ont des typologies différentes, de caractères, etc. Que ça passait par... Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des pouvoirs magiques. Donc, en fait, je me disais, il faut que ça se passe dans notre monde, mais avec l'irruption de la magie. Donc, hop, coché. Il me faut un système de magie original. Et là, quand j'ai eu l'idée, bah, c'est arrivé. Et en fait, j'ai eu l'idée du système magique et du premier personnage qui est d'ailleurs Noémie. Bah, en fait, voilà, c'était la première idée que j'ai eue. C'était un mélange de personnages plus système de magie. Après, je savais que je voulais que ça se passe à Londres parce que c'est ma ville coup de cœur depuis que j'y suis allée quand j'étais ado. Donc, il y avait plein, tu vois, de petites choses comme ça où tout ce que j'aime en général, il fallait que ça soit dans la situation initiale. Et en fait, après, j'ai commencé un petit peu à m'acclimater en écrivant quelques petits trucs sur les personnages, etc. Et puis, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'ai toujours aimé ce foisonnement, tu vois, de personnalité euh, déjà pour pas m'ennuyer. Parce que rester sur un seul personnage, ça peut m'ennuyer facilement. Mais d'un autre aussi pour que les gens ils puissent aussi se dire bon bah voilà moi je ressemble plus à un tel puis des fois plus à lui et puis enfin voilà je voulais un truc un peu intéressant et puis je trouve que les relations humaines sont intéressantes à creuser et en fait j'ai commencé à creuser ce côté-là finalement bien avant de creuser même les détails du système de magie qui est arrivé en fait au fur et à mesure des intrigues et de ma réflexion et de mon entrée dans cet univers parce qu'à partir du moment où j'ai été à fond dès que j'ai eu 17 ans et demi bah en fait ça m'a plus quitté et j'y pensais tout le temps et du coup bah après les idées elles viennent vraiment au fur et à mesure du lore et après quand j'ai fini mon tome 1 il y a eu beaucoup plus encore d'idées qui sont arrivées pour creuser le world building et qu'après j'ai pu rajouter dans le tome 1 au fur et à mesure des réécritures. Mais il y avait des moments par exemple où je me plongeais dedans et j'étais en mode bon bah vas-y il faut creuser ça. Mais ça arrivait finalement vraiment sur plus le tard et ça m'est venu plutôt naturellement sur une envie de prendre certaines directions parce que ça me convenait à moi, parce que j'étais inspirée par ce que j'écoutais, parce que la musique m'inspire énormément, par des films et des séries aussi. Et en fait, j'en ai fait un peu un petit mélange de récupérer vraiment que les trucs que j'adore et que je voulais faire. Mais ouais, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, oh, ce serait bien de creuser le world building. Non, pas du tout. Là, Hmm. franchement, zéro là-dessus. Ah, ok. Bah, en vrai, c'est très très inspirant parce que je pense que beaucoup se cachent peut-être un peu derrière ça parce que ça fait peur de se mettre à écrire et Mm. entre guillemets de se lancer dans cet acte-là. Euh, et j'en ai oublié ma question. Je suis désolé. J'ai j'ai un trou. Si, c'est ça. En fait, la réponse qu'on me fait souvent, euh, c'est de dire, et en vérité, je dis ça, mais je me mets dans le panier. Moi, pendant très longtemps, ça a été ça aussi. C'était le côté, oui, mais tu comprends, en fait, si je définis pas tout maintenant, il y aura des incohérences plus tard, tu vois. Mm. Et bon, alors j'ai pris conscience, tu vois, très récemment. J'étais assez réfractaire à lire Tolkien parce que ça, il y a un côté très descriptif qu'avec lequel j'ai un peu de mal moi, mais c'est Mm. très personnel. Euh, et donc j'ai lu un bouquin sur la vie de Tolkien et en fait, il y a écrit qu'il y a des moments où il change d'avis. Il y a des trucs qui changent. Avant les elfes, ils sont nés comme ça, puis après, en fait, non, c'est pas ça. Et donc là, je me dis putain, mais en fait, oui, c'est vrai que tu peux changer. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dont la peur, c'est ça, c'est de dire j'ai peur qu'il y ait des incohérences et qu'en fait je sois impuissant à les changer et que je doive composer avec. On peut jamais, on n'est jamais bloqué face à des incohérences. Pour moi, on peut toujours modifier des choses ou trouver des alternatives. Moi, je pars du principe que si à un moment donné, il y a une incohérence ou quelque chose qu'on voulait finalement plus faire, etc., on peut toujours reformuler, on peut toujours trouver des alternatives. Il y a toujours des solutions qui arrivent, même si des fois on pense qu'il y a une seule.
Des fois, c'est intéressant aussi d'en parler. Et c'est pour ça que les bêta lectrices ou les alpha lectrices, ou lecteurs, ils sont là en fait pour aider, parce que eux, ils vont peut-être arriver en fait avec des nouvelles idées auxquelles nous on n'aurait pas forcément pensé. Et pour moi, il y a tellement en fait, le bouquin n'est pas un premier jet. Parce qu'un premier jet, personne publie un premier jet. Enfin, vraiment, personne. Il y a forcément un travail de réécriture qui soit plus ou moins conséquent selon les auteurs, etc. Ça dépend de comment on écrit notre premier jet aussi. Mais il n'y a jamais d'impasse. Enfin, on peut toujours faire marche arrière, ça c'est sûr, sans détruire tout ce qu'on a fait Mm. après. Et ça, c'est pas grave. Et on peut se rendre compte d'incohérences même après avoir réécrit 10 fois le bouquin, quoi. Mm. C'est possible. Alors évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, ces incohérences sont de plus en plus petites. Heureusement quand même. Mais après, ouais, je pense que c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on veut aller. Après, moi, j'avoue que je suis une autrice architecte. Donc, même si j'ai commencé en tant que jardinière ma saga, très vite, j'ai eu besoin de planifier, de voir plus loin, de prévoir l'avenir, etc. Et c'est pour ça que je me projette sur 7 tomes. C'est parce que, justement, je sais où je veux aller. Je connais ma fin. Là-dessus, il y a que des certitudes. Mais après, derrière, bah, il y a tout le chemin pour y arriver qui peut changer. Des fois, il peut y avoir des incohérences qui se mettent en travers de mon chemin. Mais il y a toujours on peut toujours en créer des nouveaux. Et c'est Mm. ça qui est bien avec l'écriture, c'est qu'on peut tout créer. Ouais, j'aime beaucoup cette réponse. J'aime beaucoup cette réponse. C'est très très beau. Et en plus de ça, c'est vrai que penser à la possibilité qu'une incohérence apparaisse, quelque part, si tu te poses la mauvaise question, parce que tu sais pas, c'est même pas sûr qu'elle apparaisse. Oui, Mm. en plus, parce que Mm. franchement, moi je sais que je me bats assez peu contre les incohérences. Des fois, c'est plus quand je réécris, c'est moins des incohérences que des changements de perception au final. Des personnages qui ont pris des directions dans un tome précédent qui en fait, dans ce tome-là, c'est peut-être pas cohérent par rapport à leur personnalité, mais pour moi c'est plus des changements de perception et ça m'a jamais fait revoir toute une intrigue. Mm. Ça, clairement pas. Ouais, Clairement pas. Non, c'est une ouais, ouais. reformulation, des changements de dialogue, mais c'est si t'as le cœur de ce que tu veux faire, après derrière c'est des détails et les détails ça se change très facilement. Oui, et puis ça fait, mine de rien, le sel d'une histoire aussi. Hmm. Et si tu vois, alors bon, l'autrice est plus ou moins controversée maintenant, mais J.K. Rowling dans Harry Potter, il y a quand même des trucs parfois, tu te dis c'est bizarre, c'est incohérent. Mais tu vois, ça nourrit un espèce de dialogue, ça nourrit aussi tout l'univers qu'il y a autour. Ça laisse des parts de mystère, parce qu'en fait, c'est ça qu'on oublie, nous, en tant qu'auteurs, c'est que on est quasiment sûr de tout, comment notre univers fonctionne, etc. Mais un lecteur, il va être sensible à certaines choses, pas à d'autres. D'autres feront très attention aux descriptions, d'autres très attention aux personnages. Et quelque part, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais ces niveaux de lecture différents en fonction des gens, va faire ces petits débats ou ces petits Oui, trucs en disant, mais tu te rends pas compte, ça c'est incohérent. Il va dire, mais non, machin et tout. Et ça, je trouve ça cool aussi. C'est ça qui fait le sel d'une histoire. Puis la perfection n'existe pas à partir de là. oui, c'est Voilà. ça. Et puis vraiment, chaque lecteur a sa propre perception et t'auras beau, toi, prévoir la tienne et vouloir que tout le monde l'ait, en fait, c'est impossible. C'est Mm, impossible. Parce qu'il c'est y a des clair. gens qui vont être plus tatillons sur certains points et que, bah, toi, tu t'es dit, bah, en fait, c'était clairement dit. Mais en fait, pour le lecteur, non. Donc, du coup, en fait, tu peux pas te battre contre la perception des lecteurs. Mm, Moi, j'ai déjà eu des avis où il y en a certains qui me disaient que bah, il y avait des choses qu'ils avaient pas compris, etc. Et en fait, quand je leur explique, bah, je me rends compte que quand je suis allée voir après si c'était dit, moi, je le comprenais comme ça, dit par rapport à mes mots. Mais effectivement, un lecteur ne va pas forcément le voir comme ça parce qu'il vient aussi avec son vécu, sa propre perception des choses, mm, ce qu'il veut aussi lire. Parce qu'il y a aussi des lecteurs qui ont des attentes en lisant le livre et qui des fois, bah voilà, toi, si tu mets plus l'accent sur un point qu'un autre parce que c'est ton kiff, bah, un lecteur le verra pas forcément comme ça. Et après, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas jamais plaire à tout le monde mm. d'ailleurs. Et il y a plein de choses sur lesquelles il y a beaucoup de lecteurs aussi qui soit font confiance à l'auteur, c'est-à-dire que ce qui a l'air pour eux d'être une incohérence ou d'être même quelque chose d'inutile, ils se disent si l'auteur a choisi de faire ça comme ça, c'est qu'il y a une raison.
Et il y a d'autres lecteurs, pardon, qui se disent, là il y a des incohérences, là c'est inutile. Et en fait, c'est un vrai jugement de valeur qui est par contre là, un peu difficile à avaler, mais on n'a pas le choix en tant qu'auteur, Ouais. parce que il y a des fois des trucs que je vois dans des avis, je suis en mode, en fait c'est peut-être inutile pour toi, mais mais derrière, continue de lire et tu comprendras que c'était pas du tout inutile et que ça avait du sens et que tu le comprends qu'après. Mais du coup, je trouve qu'il y a des lecteurs qui ont du mal à faire confiance parce qu'ils sont on est dans un monde où on humanise du coup beaucoup les auteurs parce qu'on les voit comme des êtres humains et pas comme des machines qui nous font tomber un produit dans les mains. Ouais, c'est clair. Et d'un côté, ça vient avec beaucoup de richesse et ça peut créer aussi des forts liens aussi entre auteurs et lecteurs. Je le vois pendant des dédicaces, etc. Enfin, Mm. on devient plus accessible parce qu'il est maintenant possible de rencontrer ces auteurs, les auteurs qu'on lit, alors qu'avant, non mais jamais, moi je me disais, j'adore ce livre, je vais rencontrer l'auteur ou j'ai la possibilité de le faire. Non, jamais. Et du coup, ça vient quand même avec un avantage, mais ça vient avec un inconvénient, parce que du coup, ils disent, c'est un humain, donc l'erreur est possible, donc il est peut-être pas si bon. Ouais, putain, c'est fou. Tu vois, j'avais jamais conscientisé cette histoire de confiance en l'auteur. Et t'as raison. Euh, je me rappelle, il y a des livres comme ça. Moi, récemment, celui qui m'a marqué dans ce sens-là, c'est Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook, qui est de la dark fantasy, qui date un peu, tu vois. Et justement, je me rappelle avoir lu ce livre au début et rien pipé. Vraiment, je lisais, et j'étais là, je comprends pas. Mais en fait, ça me plaisait bien. Et je me disais, putain, mais c'est fou, c'est sûr qu'il sait. Tout ce que je suis en train de lire, ça aura son sens, etc. Et c'est vrai que maintenant, parfois, je suis plus sévère. Entre guillemets. Alors, je dis ça et en même temps, moi, je suis plutôt de la première catégorie que tu disais. Moi, j'aime bien me dire que l'auteur sait absolument ce qu'il fait et que même parfois, s'il y a des erreurs, peut-être que ça, c'est inconsciemment peut-être fait exprès, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. C'est un peu de Ouais, magie des aussi dans fois ça ça. peut. Et des fois on fait Ouais. des erreurs, hein. Mais Oui, ou des fois voilà. on explique mal. Exactement. On Ouais. voulait dire quelque chose et on l'a mal fait. Et ça Ouais. c'est possible aussi. Mais parfois c'est fait exprès. Ouais. Et ça m'a fait rire parce que ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Je suis sur moi aussi la réécriture. Et donc, je prenais ce matin un commentaire de bêta lecture. Tu vois, elle a entouré un truc et elle m'écrit, genre un truc, genre, j'ai pas compris, tu l'as pas dit. Et moi, tout de suite, et c'est ce que tu disais, c'est réaction un peu d'ego. Tu fais comment ça, je l'ai pas dit? Attends, je sais parfaitement ce que je fais. Et donc là, tu relis au-dessus, tu relis en dessous, et après, tu t'enfonces un peu dans ton fauteuil, tu fais, bon, ok, peut-être que je l'avais pas écrit en fait. Peut-être que, ok. Oui, Et c'était clair c'est, dans notre tête, voilà, mais on l'a exactement. pas écrit. Exactement. Et c'est pour ça, alors, au niveau de la bêta lecture, c'est intéressant de prendre un peu tous les commentaires, notamment de compréhension, après en fonction de l'intention que t'as toi, tu vois. Mais parfois, quand les gens comprennent pas, c'est que peut-être il y a vraiment un truc derrière, et ça vaut toujours le coup de se poser la question. Et après, par contre, effectivement, quand le livre en soi est sorti, bon, bah, de toute manière, ce genre de commentaires, oui, ça pique un peu, et tu peux pas y faire grand-chose, tu vois. Et il y a aussi des trucs. T'as juste envie d'expliquer en disant bah si mais tu verras, reste concentré, ouvre les yeux et tu verras. Ouais. Ouais, complètement. Et Et puis des fois, il suffit de formuler parfois différemment si au mm, moment de la bêta lecture, ça a été montré, mais qu'il y a des choses où en fait, on veut pas le dire tout de suite parce que il y a un truc qui arrive plus tard, etc. Et que t'en as besoin pour un plot twist ou des révélations. Bah, en fait, des fois, il faut formuler différemment pour faire comprendre que c'est normal qu'on n'en sache pas plus. Et des fois, il suffit d'une phrase ou d'une ouais, reformulation pour faire comprendre au lecteur que, ok, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et je sais que moi, j'ai fait ça. En fait, la première édition de mon tome 1 qui est sortie, lors de ma campagne Ulule, j'avais fait une précommande, etc. Du coup, une première impression de 200 brochés, 200 reliés, donc de 400 livres au total. Bah en fait, cette première édition, il y avait ce côté-là justement où il y avait des choses que certains lecteurs, et là c'était plutôt des chroniqueuses qui me l'avaient remonté des choses qu'elles n'avaient pas compris ou pas compris pourquoi ça se passait comme ça, etc. Et en fait, moi je pensais que c'était clair.
Et du coup, bah, en fait, j'ai fait une réédition assez rapidement. Genre, je crois, 6 mois à peu près après la sortie, j'ai commencé à bosser dessus. Pour justement faire des petites reformulations comme ça, pour faire comprendre au lecteur, du coup, ce que les chroniqueuses, par exemple, n'avaient pas trop compris. Ou des choses en mode bah, c'est normal en fait qu'on n'en sache pas plus. Et en plus de ça, j'en ai profité aussi pour gommer aussi un petit tic d'écriture que j'avais, qui était de dire 2 fois la même chose mais avec 2 phrases différentes. Et du coup, pareil, j'ai gommé et ça m'a fait enlever, tu vois, 12 000 mots au total Ah de ma ouais. quand même, en enlevant, en allégeant aussi certaines descriptions qui étaient effectivement pas toujours utiles, etc. Mais en gardant l'essentiel. Et je savais, tu vois, qu'après cette version-là, bah, tout est essentiel en fait. Et après, si un lecteur me dit il y a des choses qui sont pas utiles, etc., bah, dans ma tête, je suis en mode si ça l'est, Hmm. mais voilà, c'est de ta perception que ça l'est pas, mais wait for it. Hmm. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu la possibilité de le faire, mais parce que j'étais auto-éditée et que c'est moi qui gère tout de mon côté. Mais quelqu'un en maison d'édition où c'est passé à la trappe, etc. Parce que, encore une fois, l'auteur, les éditeurs, les bêta-lecteurs, franchement, on reste humain. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, on va pas s'arrêter, ou on va pas relever, ou pour nous, ça va être normal, mais en fait, pas pour tout le monde. Bah là, par contre, t'es un petit peu plus bloqué. Parce que faire une réédition, tu le fais pas comme ça. Clairement pas. Même quand il y a des réimpressions, tu modifies pas le texte, etc. L'éditeur, Hmm. il serait pas gagnant du tout. Alors qu'en auto-édition, j'ai eu la possibilité de le faire. Donc du coup, j'en ai profité. Mais après, voilà. Il faut aussi savoir arrêter de toucher à son texte. Et ça, c'est pas Ouais. évident. Ça, c'est le fameux problème de lâcher le bébé Ouais. qui est parfois. euh, alors, je trouve que c'est extrêmement vrai sur le premier, en vérité. Le Oui. premier roman, parce que tu Ouais. as ce côté, c'est le premier. Après, tu C'est es une un bonne peu. impression. Mm, Voilà, tu dédramatises, entre guillemets. mm. Tu l'as eu, toi, ça, au moment de le lancer? Parce que du coup, le tome un tu le commences assez tôt et il sort l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est sorti en Ouais. 2024. Ouais. Bah, en fait, je l'ai réécrit énormément, mais parce que, en fait, au fil de ma vie, j'ai aussi beaucoup évolué Ouais. et je crois que je faisais une réécriture, je sais pas, tous les 3-4 ans, un truc du genre, voire même des fois des réécritures beaucoup plus rapprochées. Mais ça dépendait vraiment des périodes. Des fois, je pouvais, une fois que je l'avais fini, en fait, je le réécrivais parce que j'avais des choses que j'avais appris en fait entre-temps. Mm. Et du coup, je réécrivais des trucs. Donc, au final, je crois que j'ai eu pas moins de 11 versions différentes. Ah Euh, ouais. alors des fois des versions où il n'y avait pas tant que ça de différence non plus, mais quand même, il y a de la relecture, des réécritures, des corrections, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, je me suis dit, bon bah allez, maintenant il faut que je me lance. En fait, j'ai envie, je sentais que c'était le moment aussi de me lancer en auto-édition, tout ça. Donc il fallait que j'apprenne à lâcher. Mais tu vois, à la preuve, j'ai pas réussi à lâcher tout de suite parce que j'ai fait une réédition finalement presque 6 mois après, quoi. Ouais. Ouais, mais je trouve que c'est. Tu vois, tu l'as fait quand même avant. Et quelque part, c'est ça le plus important. C'est Oui, oui, un moment avant, de le livrer au public, tu vois. ouais. Ça a été quoi le déclic au moment où tu te dis, là, je sens que c'est le bon moment, il faut que je le fasse maintenant. Bah, alors déjà, j'étais sûre de mon choix pour l'auto-édition. Parce Ok. qu'il y a une période où j'étais pas sûre de moi, je savais pas. Surtout que l'auto-édition, je connaissais pas depuis très longtemps. Hmm. Quand je me suis lancée, ça faisait quoi? Ça faisait 2 ans que j'étais sur Instagram. Et du coup, bah, j'avoue que avant ces 2 ans-là, en fait, je savais pas que l'auto-édition, ça existait. Je pensais pas du tout qu'on pouvait faire soi-même. Et en fait, après, il m'a fallu quand même que je vois des gens faire, que je vois des gens réussir aussi. Je voulais être rassurée, d'en parler avec d'autres personnes, etc. Avant d'être vraiment sûre de moi et de pouvoir me lancer. Et en fait, un des déclencheurs, c'est que j'attendais un dernier signe qu'il fallait que je me lance en auto-édition. Parce que de base, je m'orientais vraiment beaucoup plus vers l'auto-édition, parce que moi je suis un peu contrôle fric. Parce que comme c'est un peu la saga de ma vie, bah, je voulais pas que ce soit gâché. Hmm. Et quand t'es édité par une maison d'édition, t'as limite 3 mois pour faire tes preuves après la sortie. Et après, sinon, en fait, ta saga, ça se trouve, elle continue pas, en fait. Donc c'était hyper stressant pour moi. Et du coup, c'est pour ça que l'auto-édition est cool, parce que tu peux faire vivre beaucoup plus longtemps un livre et du coup la saga qui va avec.
Et du coup, mon dernier signe, c'était que j'avais envoyé à une grosse maison d'édition que j'avais rencontrée sur un salon, au salon de Montreuil, qui m'avait dit, bah vas-y, envoie-moi ton manuscrit. Et moi, j'étais en mode, ok, je tente, après cette discussion, cet échange, où je partais de toute façon plus sur l'auto-édition, elle veut lire, donc j'ai envie de dire, vas-y, go, on va voir ce que ça donne, et si elle me dit non, bah c'est que c'est clairement le signe qu'il faut que je m'auto-édite. Si elle me dit oui, j'y réfléchirai, mais je suis même pas sûre de dire oui. Hmm. Ok. Parce que ça dépendrait de plein de choses. En mode, j'aurais été la négociatrice de partout, j'aurais été insupportable. Et en fait, du coup, l'éditrice a lu, et en fait, elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé, que c'était bien écrit. Donc déjà, j'étais en mode, ok, on coche une case bien écrit, du coup, ok, c'est cool, mais ça rentre pas dans leur ligne édito, parce que moi, c'est de l'urban fantasy. Et en fait, urban fantasy n'a jamais été un genre à la mode en France. Ok. C'est pas un genre qui est très publié. Vraiment, enfin, il y a très très peu de bouquins comme ça qui se passent dans notre monde où il y a des gens qui ont des super pouvoirs. Et je parle pas d'urban fantasy avec des créatures surnaturelles. Là, je parle vraiment des gens avec des pouvoirs à la Heroes, Sense8, etc. On n'a pas de livre là-dessus. On n'en a pas ou quasiment pas. Ils sont Ouais, très très rares. c'est vrai. Et en tout cas en France, il y en a qui existent, mais souvent c'est des pays anglophones qui les éditent de base. Je pense à The Bone Season par exemple, c'est anglophone, c'est pas francophone. Et en France, on n'en a pas. Et du coup, je savais déjà qu'il y avait ce risque-là aussi. Et du coup, bah, je l'ai vu aussi comme un signe que, bon, il a quand même été validé dans le sens où on m'a dit que c'était bien écrit, etc., il y avait du potentiel. Et du coup, ça veut dire que je pouvais me lancer aussi avec mon texte. Alors, je l'ai un peu remanié après ça, quand même. J'ai refait une réécriture après pour encore plus le peaufiner, etc. Et en fait, après, je me suis lancée dans la campagne de précommande, etc. Mais oui, ça a été beaucoup de réflexion, mais c'est vrai que l'auto-édition m'a toujours appelée à partir du moment où j'ai appris que ça existait. Ouais, je comprends ce besoin de te dire je peux faire absolument ce que je veux, quoi. Et j'ai Ouais. la main mise sur absolument tous les paramètres. Mm. Et effectivement, tu as certains auteurs à qui ça fait pas forcément peur ou même pas envie, tu vois. Mm. Parce que, bon, ok, décider de comment tu vas agencer ton texte, la couverture, machin et tout, c'est la partie qu'ils aiment pas trop. Mais je comprends ce besoin d'en faire vraiment l'objet de saga que tu voulais. Ouais, Et et à pouvoir changer d'avis, tu vois. ouais, en Et plus. ça aussi, c'est important parce que si un jour je veux faire une édition collector avec, je sais pas, les 4 premiers bouquins du premier cycle, tout ça, bah en fait, je peux. Et si je veux Mm. en refaire une version avec une autre couverture, bah je peux. J'ai la main mise en fait là-dessus parce que c'est mes droits. Donc, Ouais. et c'est ça qui est agréable, c'est de se dire qu'on a toutes ces possibilités-là. J'ai pu lancer une version audiobook. Ouais, j'ai Vraiment, vu. si j'avais été éditée, bah, si on me l'avait pas proposé, c'était pas mon idée qui allait déclencher le truc, quoi. Mm. Donc, et en plus, bah voilà, j'ai pu choisir aussi qui allait qui allait le lire aussi. Parce que des fois, les audiobooks, je m'y suis mise après, parce que de base, j'en écoutais jamais. Mais je m'étais dit que voilà, j'ai eu l'opportunité par une rencontre, etc., de me lancer. Du coup, je me suis lancée dessus. Mais typiquement, j'adorais la voix de la personne que j'ai rencontrée. Mais après, quand j'ai commencé à écouter des audiobooks de moi-même et d'autres sur mon temps libre, etc., bah, il y a des voix, des fois, j'ai du mal. J'ai du mal. Et franchement, les auteurs, des fois, ne choisissent pas. Enfin, ils choisissent même jamais, en fait, les voix. Mm. Sauf quand tu es auto-édité et que tu vas voir la personne pour le lire, quoi. Et du coup, c'est vrai que bah, ça, j'aurais pas eu la possibilité de le faire. Et ça aurait été dommage. Enfin, ça m'aurait enlevé, tu vois, des choses. Alors que là, bah, je fais ce que je veux. Si je veux faire des illustrations, des trucs, des goodies, une pochette à livre. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de demander l'autorisation en fait à la maison d'édition. J'ai envie, je le fais. Bon, des Ouais, fois, c'est le budget. ouais, ouais, bien sûr, bien Il faut sûr. avoir beaucoup d'envie et être bloqué par le budget aussi. Ouais. J'ai vu que tu avais fait aussi des petites figurines Ouais, j'en pour ai commandé, ouais. ouais, Ouais, c'est ouais. trop Je ne les ai cool. pas encore vus, j'attends, il y a du retard. Je savais qu'il y aurait du retard, on m'avait déjà prévenu, même d'autres personnes qui avaient fait pareil. Mais ouais, tu vois, ça, c'est des petites choses, enfin, tu te fais des kiffs en fait. Mm. Et
c'est rendu possible parce que je fais des campagnes de précommande, que du coup, il y a quand même des gens qui sont là. Et j'ai de la chance aussi d'aimer faire de la com, créer du lien, etc. L'auto-édition, si on n'aime pas créer du lien, si on n'aime pas être un peu sur tous les fronts et s'adapter et faire plein de choses, même de la compta. Alors, j'aime pas faire de la compta, mais maintenant j'ai pris le pli et ça me pèse moins. Donc voilà, je le fais et limite, je préfère ça que faire mon boulot alimentaire. Mm. C'est pour dire. Mais c'est pour dire que voilà, quand t'es impliqué aussi dans ce que tu fais, t'as envie un peu plus de faire les choses, même si de base les tâches t'intéressent moins. Mais c'est pour ton bébé. Donc du coup, t'as envie de faire bien les choses et du coup, ça devient pas une contrainte. Ça devient un plaisir et après tu dois juste gérer la charge mentale et le quotidien à côté parce que effectivement bah des fois t'as pas forcément l'énergie pour, t'aurais envie mais des fois Mm. tu peux pas mettre cette énergie là. Mais voilà, et l'auto-édition est très enrichissante de ce point de vue-là et c'est pour ça que j'ai aucun regret. Ouais, je Aucun. comprends. Et sur les bouquins, je suis pas sûr d'avoir bien d'avoir. Il y a un Jaspace, non, Ouais, sur les la nouveaux. version reliée, ouais. Putain, Mm. incroyable. Ouais, Ouais. bravo. Et du coup, j'en déduis que en plus, tu as dû faire l'effort enfin, t'es pas passé par les trucs genre KDP ou ce Non. genre de choses. Et donc, tu as dû faire l'effort en plus de toi contacter des imprimeurs ou ce genre de choses, ouais. Ouais, Ouais. complètement. Ouais, ouais. Mm. Et d'ailleurs, j'ai changé récemment. Je teste un autre imprimeur là pour version brochée et Mm. reliée. Mais oui, effectivement, faut contacter, faut gérer tout ça. Des fois, ils te demandent des fichiers et en fait, tu te rends compte que t'as pas. Il te manque des trucs sur les fichiers, donc Ouais. il faut recontacter la maquettiste, l'illustratrice, tout ça. Et puis tu demandes par exemple des pages de garde à une illustratrice, et puis la couverture c'est une autre. Enfin, faut un peu coordonner tout ce petit monde-là. Et vraiment, c'est la sensation, ouais, t'es chef d'entreprise. Bah, c'est clairement, t'es clairement dans ouais, ouais, tu gères Ouais. un projet avec des gens, etc. Et, mais tu vois, quelque part, ça rend le métier aussi d'écrivain qu'on voit un peu solitaire parfois et qu'à l'extrême, on dépeint comme quelqu'un qui s'enferme 6 mois Mm. comme un ermite. En fait, c'est loin d'être ça, quoi. Ah ouais, non, clairement pas. Et du coup, tu gères toi ça toute seule Ouais. ou t'as quand même. Non, ok, ouais, tu gères vraiment, ouais. Ouais, Bravo. ouais. Mais après, j'ai un background aussi professionnel qui m'aide beaucoup. C'est que moi, enfin, j'ai fait des études pour justement après devenir chef de projet. Ok, ok. Chef de projet, c'est un grand mot, hein. Il y a plein de Oui. postes après derrière, hein. Mais du coup, moi, je suis chef de projet. Pour faire le raccourci, j'ai un autre intitulé. Il y a des petites différences de termes. Mais en gros, c'est aussi ce que je fais, mais pour le web. Et c'est pour ça que si tu Ok. veux faire un site internet, c'est un peu plus facile pour moi. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est. Enfin, ça se voyait que soit t'avais travaillé avec un professionnel, soit toi-même tu devais t'y connaître parce que effectivement le site est vraiment vraiment bien quali, ouais. Ouais. Bah ouais, j'ai essayé. Et à la base, des bases, j'avais vu pour faire appel à un professionnel et en fait, la façon dont la personne travaillait me plaisait pas. Ouais. Et ce que la personne faisait, je trouvais pas ça hyper esthétique. Hmm. Et du coup, bah, comme j'ai un regard très critique parce que je bosse là-dedans, j'ai géré des sites institutionnels, etc. Donc, il y a des choses, j'étais en mode, non, 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 pas Je refuse de payer pour ça. Je le ferai ça. toute seule. Bah c'est Ouais. ça et du coup bah j'ai fait bah vas-y non on annule et je vais le faire toute seule. Alors je me suis aidée quand même parce que les bases alors je passe par WordPress parce que je Ouais. connaissais déjà un petit peu WordPress, j'avais déjà un peu bossé dessus mais je suis pas développeuse, clairement pas. Et du coup tout ce qui est installation, extension etc. de savoir quoi faire pour avoir la bonne base, c'est jamais moi qui ai fait ça même dans mes expériences professionnelles, hein. Moi je pouvais faire un peu de contenu etc. faire de l'agencement tout ça mais je faisais pas plus. Mais du coup, je suis passée par la formation de Margot de Seine Ouais. pour créer Ouais. un site internet. Et en fait, ça c'est venu compléter en fait ce que je savais déjà. Il y a des choses que j'ai suivies sur l'Install, etc. Il y a des choses qui m'ont donné des idées, qui m'ont inspiré pour faire certaines choses. Mais il y a des choses que j'ai pas du tout regardées parce que je connaissais déjà et Hmm. que je savais que j'y trouverais pas mon compte parce que voilà. Et puis il y a des choses que je savais en plus que la formation donnait et du coup, bah c'est venu compléter et ça m'a beaucoup aidé à lancer. Mm. Ouais. Je comprends. De toute façon, moi, je suis un grand fan. Enfin, j'accompagne les gens à écrire. Donc, de toute manière, Oui. j'avoue que l'accompagnement, je le vois vraiment comme
comme un raccourci. Ça te fait gagner tellement de temps pour plein de Ouais. choses et ça sert dans plein de domaines et parfois des niches, tu te douterais pas, mais en fait, ça te fait gagner tellement de temps. Bah, Et, complètement. ouais. Complètement. Et puis des fois, quand tu t'y mets à fond, ça marche. Moi, du coup, le site, je l'ai fait en une semaine. Ouais, bah ok, bah bravo franchement, parce que Mais en c'est y étant à temps plein, en mode, j'avais pris des ouais, ouais. vacances pour. Ouais. Je me rappelle la première version de mon site aussi, que bah, comme toi j'ai fait sur WordPress. C'était marrant le hasard de la vie, tu vois, mais j'étais littéralement tombé malade, genre pendant 3 4 jours. Et j'étais malade, mais j'étais quand même cloué à mon ordinateur, tu vois. Et Faut en profiter. ouais, de fou, j'étais là en mode putain, c'est fou, c'est un signe de Dieu, c'est pas possible. La Terre m'envoie le moment. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est des expériences très enrichissantes, en fait. Mais c'est un peu l'aventure entrepreneuriale dont tu parles. C'est très enrichissant de faire un peu, de toucher à tout. Tu vois, le contact avec les imprimeurs, même la mise en page, faire les maquettes et tout. Et à un moment, ça te permet aussi de te dire, si tu veux te décharger, tu vois, de dire, OK, maintenant je suis en capacité de savoir comment le déléguer et à qui et ce pourquoi je vais payer. Et c'est pour ça que c'est bien quand même de mettre parfois les mains dans le cambouis quand même avant, quoi. Ouais, Mm. ouais, je suis d'accord. Moi, ça a été ça un peu pour la partie correction. Mm. Au début, c'est moi qui me suis lancée toute seule dedans et en fait, au bout d'un moment, moi, j'en Ah pouvais ouais. plus, quoi. Et Ah du ouais. coup, bah, j'ai fait appel à quelqu'un que je connais, qui, justement, elle m'a dit, oh, bah, je viens de finir, j'ai eu mon diplôme de correctrice et tout. Moi, genre, what? Ça m'intéresse, en fait. Les Ça tombe bien. synchronicités, parfois c'est fou. On t'envoie ce que tu as Ouais. besoin, tu vois. Bah, c'est ça. Et au Ouais. final, c'est la personne, du coup, qui va faire même Ouais. toutes mes corrections derrière. C'est celle qui les a déjà faites et c'est celle qui va les continuer. Donc, je lui ai dit, ah, bah, moi, avec moi, t'as du boulot pour 10 ans, là. Ouais. C'est un métier, mais j'ai tellement de respect pour ces gens-là. Ouais. C'est un métier de fourmi où il faut être full concentré. Mm. Franchement, vraiment bravo, quoi. Ouais, Et puis il y a beaucoup de ouais. gens qui sous-estiment la charge Ah de ce que ouais, non, c'est. laisse tomber. Quand tu vois des fois des correcteurs qui font des devis, etc., et que tu vois le chiffre Hmm. sur leur devis, en fait, tu te dis, mais en fait, enfin, si tu passes, enfin, le temps alloué à ce montant, soit tu te brides et tu bosses pour que dalle, soit tu fais pas du très bon travail, sinon tu le fais à la Ouais, va-vite. ouais. Et moi, je trouve que la correction, pour moi, c'est le poste de budget, c'est le poste budgétaire qui devrait coûter le plus cher. Euh, Je suis d'accord avec toi. Franchement, si Euh, c'est pas celui-là, c'est bizarre. ouais, ouais. Euh, Je suis d'accord avec toi parce que, enfin, moi déjà, tu vois, même sur les devis que tu peux recevoir, parfois je trouve que j'ai jamais demandé, discuter avec vraiment une correctrice ou un correcteur en profondeur. Je me rends pas compte le temps que ça prend, tu vois. hmm. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était quand même si ça peut paraître cher, je trouve que c'est pas non plus excessif pour la pénibilité que ça retire, tu vois. Moi, ça m'a tellement soulagé que tu te dis putain, c'est fou, quoi. Et ouais, je suis d'accord avec toi. S'il y a vraiment une fois que tu as terminé ton livre, effectivement, la correction est peut-être la première chose à faire, quoi. Bah ouais, Ouais. totalement. Et en fait, c'est le poste budgétaire qu'il faut pas négliger. Et je sais que pour mon tome 1, moi, je m'étais essayée justement à cette correction-là de moi-même. Et en fait, j'ai bossé pendant 9 mois dessus. Ah En m'aidant ouais. aussi d'Antidote, d'autres outils, etc. Et en fait, ça équivalait, alors évidemment, j'avais un boulot à côté, etc., mais je prenais ça sur mon temps libre. Et en fait, ça équivalait, j'ai calculé, à 1 mois et 2 semaines de boulot à temps plein. Donc, comme si je faisais un 35 heures pendant un mois et demi, Ouais. quasiment. Et en fait, tu te dis, mais si quelqu'un m'envoie un devis pour 1 000 euros, je me dirais, mais tu te payes, enfin, Ouais, c'est tu clair. arrives à vivre, enfin, du coup, tu peux pas. Et du coup, Mm. moi, je sais que, bah ouais, c'est un poste budgétaire à pas négliger, enfin, et en plus, t'as les charges derrière, t'as tout ça. Franchement, mais après, il y a tellement de concurrence pour les correcteurs pro. Ouais, Et ouais, ils sont obligés de se brader. Moi, ça me fait mal au cœur pour eux. ouais. Et je comprends aussi que les auto-édités aient pas toujours un budget énorme. Moi, je sais, bah, tu vois, pour mon tome 2, parce que moi, alors, faut aussi remettre du contexte, moi, j'écris aussi des gros pavés, hein. Voilà. Mon tome 2, il fait 176 000 mots. Ah Euh, oui, quand même. Ouais, effectivement, gros bébé. voilà, ça fait un gros pavé, et tu vois, ma correctrice, je l'ai payée 2 000 euros. Ok. Et il y en a Ça, beaucoup,
beaucoup d'auto-édités qui me disent oh, mais c'est énorme et tout. Mais en fait, Ouais. non, parce que pour le boulot qu'il y a fait derrière, et c'est vraiment parce que aussi on se connaît, on a mis. Je sais que si j'avais pu mettre plus cher pour mieux la payer et mieux la rémunérer, je l'aurais fait. Mm. Et je vais essayer pour mon tome 3 de mettre un peu plus de budget du coup. Alors je pourrais pas mettre beaucoup plus non plus, mais voilà, un minimum. Bah en fait, c'est logique pour moi. Mm. Enfin, parce C'est qu'elle passe du temps. Ouais, Euh, j'étais sur je faisais le calcul comptable, mais moi c'était enfin ouais, rapporté cette au genre nombre de de mots, grandeur, c'était cette sorte de grandeur là. ouais. Ouais, Et en vérité, en plus euh, enfin remarque non, c'est pas forcément plus le manuscrit est long, plus c'est dur, mais enfin le temps de concentration forcément, oui, ça s'étale sur plus longtemps. ouais. Et, euh, et ouais, mais je suis d'accord avec toi. Alors, euh, du coup, moi, j'avoue que sur ces postes-là, entre guillemets, je fonctionne vachement à l'humain, tu vois. C'est quand tu connectes avec quelqu'un, moi, ça me dérange pas de le payer, tu vois. Ouais, C'est un truc, tu vois. Là, je fais une parenthèse, mais euh, j'ai jamais trop compris, tu vois, tes amis qui te demandent des trucs gratuits, tu vois. oui, Genre, tu veux pas me filer ton livre gratuitement? T'es mon ouais. pote, tu devrais me proposer de l'acheter 3 fois plus cher, tu vois, pour être le premier à me soutenir. Et, Moi, je suis et, pareil. et j'avoue que du coup, tu vois, j'ai jamais trop. Pour le coup, si la personne de but en blanc te dit pas, ok, vas-y, on se connaît, je te fais un petit prix et tout, j'avoue que j'ai jamais négocié vraiment pour dire non, mais tu vois, machin. Parce qu'en vrai, effectivement, il y a tellement de gens qui font ça. En plus, c'est parfois difficile aussi d'attester réellement de la compétence des gens. Ou alors quand tu creuses, effectivement, tu as quand même des diplômes, tu as quand même des accréditations. Euh, je sais plus comment il s'appelle pour l'histoire des correcteurs, mais je sais qu'il y a, il y a quelque Ouais, chose, j'ai oublié. je sais plus, c'est un auteur connu en plus. Il- Ouais, j'ai oublié, mais voilà. Mais tu vois, enfin, c'est comme dans le coaching, il y a à boire et à manger, c'est un Oui, terme derrière, tu peux mettre n'importe quoi. Et en fait, ce qui est important, c'est où tu as appris et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et ça, les gens font pas forcément attention, c'est pas toujours très clair. Et, euh, et du coup, je trouve que ça remet de l'humain aussi au milieu de tout ça, et mm. c'est pas mal, tu vois. Et c'est pour ça, encourager les gens avec qui vous êtes, partager ça. Ouais, c'est Et, important, ouais. et les réseaux permettent ça, tu vois, de connecter tous ces gens-là entre eux. Donc ça, c'est cool quand même. Ouais, totalement. Et puis après, moi, je comprends que tu veuilles pas mettre, par exemple, 2 000 € dans une correction pour Hmm. quelqu'un que tu connais pas. Oui. Clairement, si ça n'a pas été recommandé, etc., par plusieurs personnes, moi, je me serais pas lancée du tout là-dedans. Mais par contre, effectivement, quand tu connais, que tu connais la qualité, bah, tu as envie après derrière d'encourager, évidemment, après à la hauteur de tes moyens, hein, parce que des fois, bah, l'auto-édition, c'est dur aussi pour ce point de vue-là. C'est Hmm. que si t'as pas d'économie de ton côté, faut peut-être penser à décaler ton projet. C'est Ouais. possible parce que voilà, ça a un coût, il y a des coûts cachés que tu vois pas, auxquels tu penses pas, mais qui sont nécessaires derrière pour publier. Et j'avoue que moi j'ai eu la chance d'avoir un boulot, tu vois, qui me permettait de mettre de côté, qui m'a permis aussi d'avoir de l'argent à investir Hmm. là-dedans pour me lancer. Et tu vois, cet argent-là, bah, je l'ai pas encore récupéré dans mes économies perso. Hmm. Est-ce que je le réinvestis derrière pour d'autres bouquins, etc. Alors maintenant, j'arrive à me faire une trésorerie. J'ai la trésorerie depuis la dernière campagne Ulule de précommande pour le tome 2. J'ai de la trésorerie. Et je sais que mon but maintenant, c'est de ne plus toucher à mes économies personnelles pour investir dans les prochains tomes. Et mon but après, ça va être parce que maintenant que j'ai atteint ça et que ma trésorerie est autonome, mon but, ça va être de mettre de l'argent enfin pour me payer en Hmm. fait par Ouais. l'auto-édition. Et ça va être mon objectif en 2026, c'est d'arriver jusque-là pour renflouer un petit peu mes économies perso que j'ai pu investir pour le premier tome et le deuxième aussi. Même si le deuxième, ça a été, voilà, ça a été, enfin c'est un peu différent, mais voilà. Et en fait, ces économies-là, bah, j'ai envie de me dire, hop, je me suis remboursée de ce que j'ai investi au tout départ. Et après, j'ai du gain aussi pour me payer. Hmm. Et c'est vrai qu'en auto-édition, c'est pas facile à faire. Et il faut avoir conscience que ça prend du temps. Tu vois, enfin, j'ai lancé ma campagne de précommande du tome 1 toute fin 2023 pour une sortie du coup début 2024 officielle. Bah, en fait, on est déjà, enfin, on y est bientôt dans 2 ans au final. Et en 2 ans,
mais j'ai pas remboursé mes économies. Donc, il faut Mm. que ce soit aussi de l'argent, tu vois, qu'on est prêt à perdre, parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir le revoir. Ouais, ouais, Ça ouais. dépend de plein de choses. Et du coup, bah, si on se lance et que avec juste 100 euros, bon courage. Ou Mm. sinon, il faut revoir ses ambitions à la baisse, Ouais, parce qu'il y a des questions d'ambition aussi. Moi, j'avais exactement. l'ambition de faire autant, aussi bien, en fait, qu'une grande maison d'édition, en termes de moyens, etc. Euh, pour que, en fait, en termes de qualité, on ne voit pas de différence entre si c'est de l'auto-édition ou c'est pas de l'auto-édition. Mm. Et du coup, ça nécessitait d'investir beaucoup plus d'argent aussi, que ce soit dans les illustrations, dans les correcteurs, dans les maquettistes, enfin plein de choses en fait là-dedans pour investir. Mais après, derrière, si on a un plus petit budget, bah, il faut peut-être revoir ses ambitions à la baisse et peut-être que avec un premier livre avec moins d'ambition, si ça marche bien, etc., bah, le deuxième, il y aura peut-être plus d'ambition, etc., etc. Mm. Et voilà, C'est mais ça, il faut y réfléchir, il faut en avoir conscience. On ne ouais, se lance c'est pas dans un niveau de qualité sans avoir des économies derrière. bah c'est de toute façon c'est l'éternel tout ce qui est qualitatif demande à minima du temps, tu vois. Tu pourrais en fait la méthode enfin l'absolutisme c'est de dire bah en fait je vais faire tout seul et du coup ça me coûtera rien et voilà et ça va te prendre 15 ans, j'en sais rien quoi. Mm. Et effectivement et en fait je pense que beaucoup de gens parfois se perdent au début dans ça. Ils se posent pas la question de pourquoi ils font pourquoi ils écrivent, tu vois, mais au sens personnel. Ouais, Euh, en fait, la plupart des gens, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est un rêve, c'est presque parfois une question de vie ou de mort. Ils ont envie d'avoir cet objet qui vient d'eux. Mais ça, en fait, ça peut passer par plein de choses qui ne nécessitent pas un investissement mm, extrêmement élevé dans la qualité du papier, etc., etc. Et parfois aussi se reconnecter à ça, tu vois, accepter qu'on n'est pas encore la version qu'on aurait envie d'être parfaite, etc. Et de dire, bon, bah ok, le premier petit pas que je peux faire aujourd'hui pour aller peut-être un jour chercher ça, c'est déjà d'accepter qu'aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est par exemple passer par... alors, je suis pas forcément fan de faire de la pub pour eux, mais pour le coup, c'est très facile. Tu vois, par KDP, voilà, tu le fais, mm. ça coûte quasiment rien, tu vois. Oui, c'est ça. Et tu peux arriver à l'objet livre. Et c'est peut-être qu'une étape, tu vois. Mais déjà, tu auras connecté avec ton rêve, tu l'auras atteint, tu tiendras ton livre dans les mains, tu auras ressenti ce truc Mm. qui est indescriptible que la première fois que tu tiens ton livre dans les mains, tu vois. Et, euh, et voilà, step by step, quoi. Et Ouais, c'est ouais. exactement ça. Et c'est vrai qu'il faut en avoir conscience parce que des fois, tu l'oublies trop Mm. facilement et ça remet jamais en question ta qualité d'écriture, la Ah, qualité de ton ouais. livre, etc. Mais c'est l'objet livre, les retouches, etc. qui vont faire la différence Mm. et qui derrière, bah voilà, si t'as de l'ambition, économise. C'est clair, c'est vrai que c'est vrai qu'on se rend pas trop compte. Le, le prix d'un livre est totalement décorrélé du temps qu'on y passe. À Ah chaque bah oui, fois, je me dis, je le dis tellement qu'un jour, faudra que je fasse exercice. Mais parfois, je me dis, si je rattachais mon ancien taux d'ingénieur quand je bossais au temps que je passe à écrire un livre et que j'en déduisais le prix du livre, et ça serait complètement délirant, tu vois. ça se dirait. Tu vendrais ton bouquin 15 000 euros, tu vois. Ça n'aurait aucun sens. Et c'est vrai que c'est pour ça parfois, en vrai, en tant que lecteur, faut être indulgent avec ça aussi, tu vois. Mm. Je pense il faut prendre la mesure et se rendre compte d'à quel point c'est difficile d'écrire un livre. Parce que au-delà de toutes les barrières parfois physiques là dont on a parlé, qui sont très Mm. matérielles, en fait, rien que d'arriver au bout, de mettre un point final et de dire c'est bon, je suis prêt à le livrer au monde, ça demande une force, une résilience. Je peux mettre un courage. Bref, il y a un tas de mots, tu vois. Et, on s'en rend pas toujours compte quand on est lecteur. Euh, donc voilà, c'est important de ne pas l'oublier, franchement. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que tu as un planning genre pour Subdone en mode ok un tome par an, un tome tous les 2 ans, je sais pas. Ouais, Ouais, ouais. Bah en fait, faut savoir que quand moi j'ai auto-édité le premier tome, j'avais déjà le 2 et le 3 d'écrit. ok, Alors le 2 avait déjà eu une réécriture, mais le 3 était en mode premier jet. ok, Et en fait, je partais quand même avec
un travail, alors pas fini, mais tu vois, j'avais une bonne base, quoi. Mm. J'ai eu un gain de temps. Et du coup, j'ai pu sortir le tome 2 un an et demi après le premier. Ok. Pour le tome 3 c'est pareil, ça fera un an et demi après le deuxième, du coup. Mm. Mais sauf qu'après, moi, il n'y a rien d'écrit. Mm. Même si j'ai les idées et que le tome 4 tu vois, j'ai planifié toute la première partie, c'est-à-dire scène par scène, etc., qu'est-ce qui va se passer dans chaque chapitre, bah, il y a quand même rien d'écrit. Alors, je sais déjà qu'avec le tome 3 je fais une full réécriture. Je garde quasiment rien. Il n'y a quasiment aucune phrase que je garde en tant que telle. En tout cas, pour l'instant, jusqu'au chapitre 12 sur 40. Donc, voilà. Du coup, ça me met un peu dans le mood d'écriture. Même si, parce que là, c'est vraiment pas de la correction. Mais je sais que forcément, ça prendra un petit peu plus de temps pour le tome 4 à ce niveau-là, parce qu'en plus, je n'aurai pas le recul non plus sur ce que j'aurais écrit. Mm. Alors que le tome 3 en réécriture, j'ai du recul parce que je connais de A à Z de ce que j'ai fait. Donc du coup, donc ça va. Le tome 4 pas forcément. Donc j'ai pas forcément ce recul-là. Donc je sais que ça prendra un petit peu plus de temps. Mais j'ai envie quand même d'enchaîner assez vite parce que le tome 4 il clôture le premier cycle. Ok. Et qu'il y a des gens qui pourront s'arrêter s'ils veulent ne pas poursuivre avec le deuxième cycle, ils pourront s'arrêter au tome 4 sans être frustrés. Parce que de toute façon, toutes les réponses sont données et elles sont toutes répondues. On n'est pas en queue de poisson sur quelque chose, quoi. Mm. Et après, si les gens veulent continuer, bah, ils pourront lire l'épilogue qui lance la voie vers le tome 4, vers le tome 5 du coup. Mais du coup, ils pourront s'arrêter. Et du coup, je sais qu'après le tome 4 moi j'aurai des projets personnels qui vont aussi me prendre du temps. Parce que quand tu as un projet bah, de fonder une famille par exemple, bah voilà, hein, tu sais que tu écris un petit peu moins, tu es un peu moins rapide. Donc mon objectif c'est vraiment de sortir le tome 4 et qu'en fait après de voir ce projet-là personnel, comme ça permet aussi aux gens de ne pas être frustrés d'attendre la suite. Mm. Mais je sais qu'après j'aurai besoin de me remettre aussi dans le tome 5. En plus le tome 5 ça va être un de mes préfs. Là-haut. Je le sais, parce qu'en termes de vibe, on va découvrir encore autre chose. Alors à chaque fois, chaque tome a sa propre vibe, mais là on fait une marche encore plus haute Mm. au final pour le tome 5 parce que deuxième cycle et du coup on lance un truc qui a un petit peu qui a des différences quand même si on suit toujours les mêmes personnages ou en tout cas ceux qui ont survécu évidemment. Comme d'habitude. Voilà. Mais je sais que ce tome 5 me remettra aussi dans le moule. Mm. Et j'ai envie évidemment de faire la suite parce que je ne me vois pas écrire autre chose que cette saga, que cet univers. Donc pour moi c'est même difficile d'imaginer même le après Subdawn. Franchement j'arrive même pas à l'imaginer, c'est impossible. Et c'est pour ça que j'ai aussi des idées de spin-off, etc. que je ne publierai peut-être pas selon mon envie, selon le moment, etc. Ma priorité c'est la saga et après des spin-offs. Mais voilà, je me vois pas quitter cet univers, donc je sais que les lecteurs, ils sont assurés, de toute façon, d'avoir la fin. Mm. Sauf si je décède avant, là ce serait bête par contre. Donc espérer que je vieillisse, On touche du bois, de la peau de singe, de tout. c'est ça. Mais du coup, voilà, je sais que après, pour ce deuxième cycle, j'ai un peu moins de connaissances sur combien de temps il me faudra. Mm. Parce que là, ça dépendra C'est, de facteurs. je te fais un partage, mais tu dégages une sérénité par rapport à ça qui est assez impressionnante parce que t'as conscience que ça va te prendre du temps, mais tu commences quand même par ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre très fort, et je le répète tout le temps aux gens que j'accompagne parce que c'est extrêmement dur de décorréler la personne qu'on est aujourd'hui et celle qu'on aimerait être. Je Ouais, le disais un peu tout à l'heure, mais vraiment, et tu dégages ça, et bravo parce que euh, je, en fait, ce que je ressens, c'est que tu es au courant que ça va prendre du temps, tu es au courant qu'il y aura des pauses, mais on sent que tu dis ça avec une confiance, tu vois. Tu te caches pas derrière, enfin, on sent que c'est pas, tu te caches pas, tu vois. Et franchement, ouais. bravo, bravo, bravo. Ça donne envie de lire, de découvrir et de dire, oh, on va attendre, c'est pas grave, on attendra. Oui, et puis des fois, pour faire les meilleures versions que je veux que les lecteurs découvrent, bah, il Mm. faut des fois du temps. Et bien sûr que des fois, c'est frustrant d'arrêter la lecture parce que tu attends le prochain tome.
Mais si c'est pour récupérer après le tome suivant et qu'il soit pas fou, Mm. pas très abouti, ou moins bien que les autres, ça, je refuse. En fait, Ouais. je préfère avoir du retard que de livrer quelque chose de mal fait. Ça, c'est inenvisageable parce que de toute façon, moi, je pars du principe que pour une saga longue, comme celle que je prévois, bah, en fait, le premier tome n'est jamais le meilleur. Enfin, en tout Oui. cas, si ça l'est, c'est qu'il y a vraiment un problème. Enfin, c'est que j'aurais loupé quelque chose, clairement. Mais mon objectif, c'est qu'après, chaque lecteur, tu vois, se dise, ok, c'est toujours de mieux en mieux, je m'accroche, etc. Les personnages, maintenant, j'ai l'impression de les connaître comme si c'était des potes. Enfin, franchement, j'ai envie que les lecteurs ressentent ça. Et du coup, bah ouais, ça nécessite du temps. Ça nécessite de se remettre en question aussi. Ça nécessite de passer par plein de phases différentes. Et je les passerai sans hésiter là-dessus parce que j'en ai conscience. Et je pense que c'est important d'avoir cette conscience de soi et cette conscience que l'avenir, des fois, nous réserve des surprises. On peut avoir un plan, mais des fois, le plan, bah, il se passe pas comme on l'espérait. Mm. Donc, je sais que je ne parle que sur le court et moyen terme, mais que le long terme, j'en ai aucune idée après derrière Ouais. de ce que ça va donner. Même si j'ai des envies, mais il faut le décorréler de ce qui va vraiment se passer après derrière. Et c'est pour ça que me projeter sur le tome 3, bah, c'est facile parce que je suis en pleine réécriture dessus. Donc, et je sais que je veux qu'il sorte fin 2026. Donc là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Le tome 4, j'ai tout un peu dans ma tête. Il faut juste que je le mette en pratique. Et je sais que ça va être à court terme parce que finalement, ça va être dans un peu plus dans 1 an et demi en fait, où je vais me lancer dedans vraiment à fond. Et en plus, comme je diminue aussi mon temps de travail alimentaire, je sais que j'aurai Mm. aussi un petit peu plus de temps pour ça au fur et à mesure. Donc je sais que je serai à fond dedans, mais c'est vrai qu'après, bah, je sais pas. Je, Ouais. je sais pas ce que ça peut donner et c'est pour ça que donner en fait c'est une fin à ce premier cycle, c'est important pour moi pour pas que les lecteurs se sentent lésés ou de laisser sur un truc, un cliffhanger de taré en fait. Alors dans ce cas-là, ils disent pas l'épilogue. Ouais, c'est ça. C'est tu boucles pas la boucle. Mais en vérité, même pour toi, t'as un sentiment d'inachevé Ouais, ce qui est serait trop assez dingue. frustrant. Ouais. Ouais, ce serait trop frustrant mais en plus dans le tome 4, je mettrai un disclaimer avant l'épilogue. En fait, si vous voulez vous arrêter là, c'est une Mm. vraie fin. Il y a pas de question qui se pose. Si vous voulez, après, être un peu teasé sur un deuxième cycle, qui a un changement d'ambiance, où il y a un vrai saut dans le temps, etc., Ouais. allez-y. T'as- Mais j'ai- après, J'aimerais c'est terrible. j'aimerais bien discuter avec le lecteur qui s'arrêtera à ce disclaimer. Ouais, Et peut-être. putain, ouais. Peut-être. Non, mais c'est possible. Là, je me Ouais. projette moi. Je me dis, ouais, jamais je tiendrai. Je serais obligé de le lire. C'est comme quand t'écoutes une critique de quelque chose et qu'ils font une partie spoiler sans spoiler, tu vois. Je m'arrête Ouais. jamais à la partie sans spoiler. J'ai trop envie de savoir, tu vois, même si j'ai pas vu. Ouais, mais parce que je C'est- pense que on est des gens curieux, hein, tu vois, Ouais, on a envie de c'est savoir. vrai. Mais il y a des gens qui, s'ils aiment pas les longues sagas, ils vont se dire, ok, c'est bon, je peux m'arrêter, tu vois, Hmm. et je me pose même pas la question et je veux ne pas empêcher, tu vois, ces gens-là d'avoir apprécié en fait leur aventure. Hmm. Et ce serait dommage. Alors que les gens qui sont curieux, bah, let's go. Faudra juste prendre votre mal en patience. J'aime bien l'idée, tu vois. C'est vraiment, tu fais assez à tes risques et périls. Allez. Bah ouais, bah oui. Mais parce que je sais que moi j'aurais aimé aussi me dire, tu vois, il y a des bouquins comme ça où j'ai pas forcément aimé la fin, où Hmm. des fois t'as la suite qui sort pas. Bah en fait, des fois j'aurais aimé qu'on me donne quand même une fin, quand même, et que effectivement, en fait, qu'il y a un chapitre de plus pour donner autre chose sur la suite. Mais en fait, de pouvoir me dire, tu vois, dans ma tête que bah, les personnages, ils ont un happy ending, ou pas, ils ont une vraie fin, enfin, ça se termine, j'ai toutes les réponses, j'arrive pas avec des questions restantes. Et parce que ça peut être aussi très frustrant pour le lecteur, c'est que Ouais, là, complètement. et puis l'avantage, c'est que les lecteurs qui voudront lire la suite, qui ont lu après ces fameux épilogues qui teasent de folie le deuxième cycle, bah en fait, je mettrai, je pense aussi un deuxième disclaimer de maintenant que vous savez tout sur 1, 2, 3, 4, si vous voulez patienter avant le tome 5, je vous invite à relire le tome 1, 2, 3, 4 dans le bon ordre du coup, parce que vous découvrirez plein de nouvelles choses. Maintenant Ouais. que vous avez avancé,
vous allez avoir un deuxième niveau de lecture. Et en plus, vous allez comprendre des choses qui étaient là sous votre nez depuis le Mm. début. Et ou des choses où vous vous êtes dit pendant la lecture du tome 1, mais c'est quoi ce passage, ça sert à quoi? J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Eh ben, vous allez tout comprendre. Ouais. Ouais, en vrai, c'est trop cool. Et pour le coup, en tant qu'auteur, c'est trop bien de mettre des petits. Oh, Shadowing. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça, de Mm. parsemer comme ça de petits easter eggs, entre guillemets. Ça fait toujours son effet après. Quand tu dis, ah, mais Ouais, il le disait déjà. mais Il c'est le disait ça. déjà. Et là, tu te dis, ok, ça c'est Ouais. fort. Et en fait, en tant qu'auteur, t'as envie que les gens ils ressentent ça en lisant. Bah ouais, Et t'as complètement. envie, en fait, de qu'ils relisent ton Mm. livre. Et moi, je sais que pour l'instant, j'ai eu qu'une seule personne, en tout cas une seule personne qui m'a fait un retour de relecture, du coup, une Mm. chroniqueuse qui avait lu d'abord en version papier et qui, en fait, a relu en version audiobook avant de se mettre dans la lecture du tome 2. Elle s'était dit, bon, bah, comme ça, j'ai bien tout en tête, etc. Et puis, comme elle avait déjà apprécié sa lecture la première fois, elle s'est dit, bah, vas-y, en audiobook, c'est pas mal. En plus, je peux faire autre chose en même temps, etc. C'est pas le même niveau d'attention et tout. Et en fait, elle m'a dit, mais j'ai encore plus apprécié, en fait, ce tome 1 en le relisant. Parce que déjà, les personnages, en fait, c'est bon, je les connaissais déjà, donc j'avais pas ce moment d'immersion un peu d'adaptation à la lecture, je connaissais la plume, tout ça, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a pu passer toute cette adaptation-là pour être vraiment à fond dedans et pour voir aussi tous les petits indices, tu vois, que j'ai pu disséminer dès le départ, parce que il y a des choses que tu peux voir déjà par une relecture du tome 1, il y a des choses tu peux te dire, ah purée. Enfin, par exemple, tu vois, il y a un personnage qui a un don qui est caché jusqu'au chapitre 21 en fait Mm. et où on ne dit pas c'est quoi son don. Mais typiquement, tu relis après avoir su quel était son don le début, mais t'as l'impression de voir que ça. Ouais, c'est Et c'est ça qui est rigolo et qui rend ouais. un peu la lecture aussi fun sur de la relecture. Parce que la première fois, tu découvres, tu sais pas trop, et puis moi je suis une adepte des métaphores, donc des fois tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas si cette métaphore elle veut dire plus que ça, etc. Et de relire, bah, tu comprends. Tu Ouais. comprends ce niveau de lecture-là et c'est intéressant et c'est pour ça que tu vois, c'est aussi un argument de relecture hein, pour que les gens bah, ils quittent pas ton univers. Parce que c'est Mm. le but en tant qu'auteur, c'est qu'on n'a pas Mm. envie que les gens quittent notre univers. On a envie qu'ils y pensent même après, qu'ils le fassent vivre, que ça devienne aussi leur univers, même si des fois c'est pas facile de lâcher un peu nos trucs à nous. Mais je trouve que c'est enrichissant. Parce que Ouais, personne ne lit complètement. finalement la même histoire. Non, 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 ça c'est vrai. Il y a autant d'interprétations et d'histoires que de lecteurs et quelque part c'est ça qui est magnifique hein, de toute manière. Et, Ouais. et chacun ouais fait son interprétation de l'univers, s'imagine comment il est euh, et, et et moi personnellement tu vois c'est ça qui m'a toujours touché dans les livres. Je fais très peu attention aux descriptions et en fait c'est dans ma tête je m'imagine des trucs tu vois l'exemple Oui. que je cite à chaque fois c'est dans Hunger Games pour moi Pita il était grand et roux tu vois et Bah un oui. peu gros alors que c'est écrit je sais pas peut-être page 3 tu vois qu'il est pas du tout comme ça Mm. mais tu vois tu te crées ta propre version ta propre version en fait et c'est quand même vraiment beau quoi et puis c'est toujours touchant après en tant qu'auteur de recevoir ce genre de retour tu vois Mm. et est-ce que toi, t'as un retour qui t'a touché en te disant ah, je m'attendais pas à que ça soit compris comme ça ou que ça passe comme ça? Euh, Bah, des fois, il y a des théories de personnes Hmm. qui viennent me voir et qui me donnent des théories. Moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Des fois, vraiment des trucs what the fuck. Je sais pas si de temps en temps, je prends un peu des captures écran de certains retours parce que dans les coups de blues, des fois, ça fait du bien Ça fait toujours du bien, ça de fait toujours bien. regarder ça. Ah, complètement. Mais en termes de retour, je crois que j'ai dû prendre une capture écran de ça. Euh, je regarde très rapidement pour pas trop prendre, T'inquiète. mais euh, Je fais un petit rappel à tout le monde pendant que tu cherches ça. C'est que fêter ces petites victoires, c'est extrêmement important. Ça passe aussi par les retours des gens qui sont positifs, que ce soit des retours de bêta lecteurs, d'amis, de lecteurs inconnus, bref, n'importe quoi.
effectivement, prenez-le en capture d'écran, vous les rangez dans un petit dossier là, et comme ça vous les relisez quand vous avez des coups de blues. Parce que l'écriture d'un livre étant un chemin long et parfois douloureux, des coups de blues, il y en a quelques-uns quand même. Donc ça c'est important. En fait, ça spoil trop. Aïe aïe aïe, bah tu le gardes, tu le gardes. Tu me le montreras quand j'aurai lu. Ouais, ouais, carrément, ouais, parce que du coup, mais ouais, des fois, c'est un peu rigolo de voir ça, de voir les réactions et tout. Enfin, ah si, Mais ouais, ouais, mais franchement, c'est un truc de fou. Enfin, allez, sans dire les prénoms, en fait, il y a deux personnages qui sont des amis, enfin, très complices, etc. Mais où on connaît pas trop la nature de leur relation de base parce que je laisse un peu de mystère autour. Et en fait, elle pense que euh, ils ont failli avoir un bébé ensemble. Et dans ma tête, je suis en mode ah mais non, ça va pas. et il y a tellement d'étapes entre l'amitié complice et le bébé ensemble quand même. Ouais, mais c'est rigolo parce que du coup, je suis en mode mais pourquoi t'as pensé Finalement, c'est aussi que tu laisses de la place au lecteur, tu vois. Il se ça? fait Ouais, ses propres interprétations. ouais, complètement. Et c'est ça qui est rigolo aussi. Et pour ça que moi, j'aime bien aussi demander les chouchous Mm. aussi des personnes parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des gens différents. Donc, alors il y a des fois des prénoms qui reviennent un peu plus souvent que d'autres. Mais il y a quand même une belle variété quand même de Ouais. chouchous. Bah, Et je trouve ça cool. C'est ouais. cool. Et ça, tu vois, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début. Le fait de préparer ces personnages, et là, en l'occurrence, toi, tu leur as rattaché des profils très spécifiques, etc. Ça en devient, c'est toute la théorie des archétypes en fait, hein. Ça Mm. marque les gens et tu te reconnais beaucoup. Et être parfois archétypal, je sais pas comment on pourrait dire, en tout cas Ouais. se reconnaître, c'est pas forcément négatif, tu vois. Au Mm. contraire, quelqu'un qui agirait de manière, tu pourrais pas vraiment le mettre quelque part, c'est presque bizarre, tu vois. Mais il serait pas Et cohérent. En fait, on ouais, ne croirait exactement. pas. On se dirait que c'est quelqu'un qui, ouais, qui a pas assez de substance du coup pour Mhm. tenir de A à Z. Alors après, Mhm. évidemment, un personnage évolue, mais il faut que ce Oui, soit toujours cohérent. c'est Et en ça. fait, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui n'aiment pas trop le MBTI parce qu'ils se disent ah, c'est mettre les gens dans les cases. Et en fait, ce que j'ai dit il y a pas longtemps à quelqu'un, c'est que les cases, elles sont mouvantes. De toute Mhm. façon, on met tout le monde dans des cases. Par exemple, un exemple hyper concret, on a des meilleurs potes, des amis proches, des amis, des copains, on a des connaissances appréciées, des connaissances, bref, on catalogue de toute façon les gens. L'important, c'est de ne pas considérer les cases comme fixes. Et l'important, c'est de voir que les cases, elles peuvent se mouvoir, elles peuvent Mhm. évoluer. Un personnage qui va être archétypé comme un méchant, bah en fait, non, peut-être pas. En fait, ça peut changer dans le temps. Il y a c'est parce que c'est humain en fait de changer, on change constamment. Mhm. Changer n'est pas négatif, parce qu'on entend souvent oh t'as changé, etc. Mais en fait non, j'ai évolué. Et c'est pas pareil pour moi cette notion-là. Oui. Parce que du coup il y a une évolution des fois qui est logique en fonction du vécu de la personne, etc. Et pour les personnages de livre, c'est la même chose en fait. Et il faut qu'on comprenne les évolutions par rapport à leur vécu, leurs émotions, etc. Et s'il n'y a pas, et que vraiment il y a un vrai changement de A à Z pour caricaturer un personnage qui est introverti qui va devenir d'un coup extraverti, on va pas comprendre. En fait oui là c'est problématique. Mais s'il y a une évolution d'ouverture progressive, Mhm. etc. Ça change beaucoup les choses et là on y croit et on va se dire en lisant que on s'identifie en fait à ces personnages-là qui évoluent parce que nous-mêmes on évolue. Oui, tout à fait. Et en plus, tu as le double niveau d'évolution, c'est-à-dire que tu as l'évolution du personnage en lui-même, tu vois, il vit des trucs, il évolue. Et toi, tu as ton regard sur la personne qui évolue aussi, en Aussi ouais. fonction de... Et c'est toujours le rapport à garder un esprit critique, Mm. à s'interroger, à être curieux, tu vois. Ouais. Et tu vois, typiquement, c'est moi ce que j'aime bien aussi dans certains bouquins. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais c'est des bouquins que tu peux lire à un moment et tu les relis peut-être 5 6 ans après. Et là, tu as un niveau de lecture qui change totalement et tu l'interprètes pas de la même manière. Et Mm. ça veut dire aussi que derrière, tu as de l'humain qui est mis dans le livre, tu vois. Mm. Et c'est ça, tu le ressens fort.
bah, comme tu dis, on évolue, donc notre vision aussi de tout ça évolue. Et les cases sont bonnes, effectivement, c'est ça. C'est une fois que tu acceptes ça, les cases bougent, quoi. Et les Ouais. étiquettes changent, Mm. etc. Et ça te permet aussi de mieux comprendre, de mieux comprendre. C'est vrai que Ouais. naturellement, tout de suite, de toute façon, notre cerveau est construit comme ça. Tu vois quelque chose, tu paf, tout de suite, tu mets une étiquette dessus. Après, il faut juste avoir l'honnêteté intellectuelle de quand tu découvres ce que c'est, de parfois changer l'étiquette, quoi. Ouais, Euh, totalement. et, C'est et exactement ça. Et pour un bouquin, ouais, ça s'applique doublement. ouais, c'est clair. Est-ce que je peux encore t'embêter un peu ou t'as Oui, un, bien sûr. Non, ouais. non, j'ai pas de contrainte. Ce que j'ai cru comprendre du coup que tu t'as fait à côté aussi. Comment tu fais du coup pour t'organiser quotidiennement entre ton travail, ton écriture? Bah, en fait, moi, déjà, je suis à aujourd'hui 90%. Donc, c'est-à-dire Ok. que j'ai une après-midi off par semaine. Donc Mm. là, par exemple, en ce moment, qui est consacrée, du coup, à mes projets d'auto-édition Ok. et parfois à du repos. Ok. Purement repos, j'essaye maintenant parce que c'est pas facile en auto-édition de se reposer. De prendre le temps et de se forcer à se reposer. Parce que des fois, bah, je travaille le samedi, voire le dimanche aussi. Parce que le samedi, des fois, j'ai des dates de dédicace. Donc du coup, Mm. bah, des fois, bah, c'est un déplacement, c'est pas forcément juste à côté de chez moi. Donc ça peut me prendre vraiment toute une journée entière. Et du coup, bah, des fois, j'ai quand même besoin d'avoir cet après-midi pour couper, pour me dire, vas-y, je prends du temps pour moi. Ça va me faire du bien, ou du temps pour mes projets, pour répondre à des mails, faire des corrections, enfin faire pas mal de choses, etc. par rapport à tout ça, de la com, de la promo. Et souvent, moi par contre, j'écris plutôt la nuit, ou le soir en Mm. tout cas. Là, pour le tome 3, j'essaye de me mettre un peu une routine des objectifs où je prends un petit rythme de bah, le soir, quand je rentre du boulot, je décompresse. Après, derrière, je mange tout ça, on regarde une série avec mon mec. Et en fait, on regarde un épisode et pas plus. Comme ça, après, tu vois, moi, je me mets sur ma réécriture. J'écris 1 à 2 heures le soir pour essayer de faire au minimum une scène. Parce que chez moi, je parle en scène à l'intérieur de chapitres Ok. par session. Et après, je fais aussi des nocturnes, plutôt le week-end. J'essaye, quand j'ai des week-ends où je suis chez moi, j'essaie de me faire une nocturne, c'est-à-dire que j'écris de 23 h à 4 5 heures du mat pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Incroyable. Parce que moi, je suis très inspirée par la nuit. Et du coup, bah forcément, il faut que ce soit quand je suis chez moi parce que après, bah, je fais grasse matinée. Donc, Ouais. ça me coupe un petit peu le reste quand même. Mais moi, ça me convient très bien. Mais par contre, à partir du 1er octobre, je sens que j'ai besoin de plus de temps, Mm. notamment pendant les périodes de promo, donc par exemple pendant les périodes de précommande, de préparation à ce niveau-là, ou de sortie. Bah là, j'ai besoin d'avoir une nouvelle après-midi off, du coup, je serai à 80%, Ouais. Et donc avec 2 après-midi off par semaine, parce qu'en fait, j'en ai besoin pour m'organiser pour plein de trucs, pour plein de trucs. mm. Et je me rends compte que sinon, je bosse constamment. Oui. Et c'est pas bon, parce que du coup, après, bah, tu frôles quand même le burn-out. Et après, t'es pas concentré non plus sur ton travail alimentaire. Et en fait, moi, je veux faire bien les choses, donc pour moi, c'est essentiel d'avoir aussi du temps libre là-dessus. Et en plus, je sais que moi, je suis très partisane de la semaine de 4 jours pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas forcément une passion chronophage, etc. Parce que je pars du principe que sur un temps plus court, t'es beaucoup plus concentré et productif. T'as pas forcément besoin de bosser plus pour atteindre en fait tes objectifs. Et du coup, je sais qu'en passant à 80%, je vais pas bosser moins pour mon travail alimentaire. Je vais être plus concentrée justement pour mon travail Mm. alimentaire parce que je sais que j'ai ces moments-là pour penser à autre chose, tu vois, pour penser à mon auto-édition et tout. Du coup, c'est des pensées qui vont moins m'assaillir pendant que je travaille pour mon boulot alimentaire. Mm. Donc là-dessus, je sais que j'ai la chance de bosser avec des gens qui sont hyper compréhensifs de ça et qui m'encouragent du coup à le faire et qui sont dans le même état d'esprit que moi. Donc je profite de cette chance. Mm. C'est trop cool en vrai. C'est une très bonne. Tu fais de très bonnes réflexions. Il y a bah, déjà le fait de dire ok, il y a un moment il faut manger, il faut vivre. Ouais. Donc il faut accepter qu'il y a du temps impératif qui est consacré à autre chose que ta passion. Mhm. Et ensuite sur tout ce temps libre, effectivement s'interroger sur ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie.
Donc c'est là que tu te connectes, tu vois. L'exemple que tu as donné, il me parle beaucoup. Le coup de, ok, regarder une série, tu vois, Mm. c'est un moment que tu partages avec ton chéri, donc c'est important. Et ensuite, quand même, tu arrives à mettre une limite en disant, en fait, si je passe mon temps à ça, moi, je m'accomplis pas, il y a une passion et un C'est rêve ça. que je nourris pas. Et moi, je me suis perdu pendant très longtemps là-dedans, tu vois. Et Mm. tu dis toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. La vérité, c'est que quand tu passes ton dimanche à regarder une série sur Netflix, le temps tu l'as, tu vois. Juste, tu l'organises pas bien, tu vois. Ouais. Et ça a Et été une prise de peut-être conscience. révélateur aussi, c'est peut-être, pardon, mais c'est peut-être révélateur que du coup tu prends pas assez de temps pour toi. Oui. Exactement. Exactement. Et c'était extrêmement douloureux comme prise de conscience Mm. de se rendre compte qu'en fait, c'était ma faute, tu vois. Mm. La gestion du temps, elle venait, en tout cas, j'étais responsable et j'avais la maîtrise dessus, tu vois. Et, euh, et ça c'est très très beau. Et puis le côté repos, moi me touche beaucoup parce que bah depuis pas très longtemps, moi j'ai quitté tout le travail un peu plus classique. Et effectivement, quand t'entreprends dans des choses qui te passionnent, couper c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est vraiment quand ça t'appelle, c'est dur de mettre un moment un stop en disant n'oublie pas qu'une voiture qui s'arrête jamais, elle tombe en panne, tu vois. Et donc ouais, c'est important au milieu de ces temps passion, de ces temps impératifs. Bah en fait, dans l'impératif, il y a le ne pas mourir, tu vois. Et donc ne pas oublier de manger, de dormir, de faire du sport. Bon, voilà, qui est grosso modo la triptyque qui te permet d'être bien, tu vois. Et si aussi le rajouter du temps avec ses proches, etc. Ouais, Mais et ça c'est important pour un équilibre et je pense que c'est ça qui est le plus difficile quand on est auteur de manière générale et surtout quand on s'auto-édite parce qu'il y a encore plus de taf, mm, c'est de trouver cet équilibre entre le travail alimentaire quand on n'a pas le choix d'en avoir un, le travail passion et après le côté perso mm, et qui est pas à négliger et à côté du perso il y a aussi toi-même prendre soin de toi. Et en fait, on a tendance, ouais, comme tu dis, à l'oublier. Et c'est vraiment pas simple de se forcer à le faire, de prendre conscience, de comprendre que si on prend du temps pour nous à un moment donné, en fait, si on culpabilise pas, après derrière, on est productif. Alors que si on oui. culpabilise, on va pas vraiment se reposer, en tout cas pas à 100%. Et moi, je l'ai compris assez récemment, suite à la campagne de précommande du tome 2. C'est que du coup, je bossais constamment et je culpabilisais dès que je ne bossais pas sur mes projets, sur mon temps libre. Et en fait, du coup, je me reposais jamais, même quand des fois j'avais un trop plein. Mais du coup, quand t'as un trop plein, tu sais que c'est déjà trop tard, en fait, Oui. que tu vas pas récupérer de l'énergie par ce trop plein parce que t'es arrivé à un stade où si tu t'arrêtes, bah tu récupères pas cette énergie-là et finalement, effectivement, là tu perds de l'énergie pour rien, entre guillemets. Alors que si tu t'arrêtes à temps, en fait après derrière tu culpabilises pas et après derrière tu es encore plus productif. Et ça j'ai compris vraiment que très très récemment j'aurais pas du tout eu le même discours il y a un an, par exemple. Ouais. J'aurais été plutôt dans la négation, le déni. Le il faut y aller, il faut y aller, il faut faire bosser tout le temps. Ouais, ouais. Ça c'est les après tu vois c'est la notion de driver, je sais pas si ça te parle. Mm, Et ça c'est le fait des efforts, tu vois, qui parle en disant en fait oui. pour atteindre de grandes choses, il faut travailler. Et Mm, donc moins je travaille, moins j'atteindrai de grandes choses. Sauf que quand tu dis ça, tu oublies un truc, c'est ce dont en plus tu as évoqué tout à l'heure, c'était le côté efficace. Tu vois, mm. travailler beaucoup ne veut pas dire que c'est qualitatif. Et Ouais, parfois, en fait, faire un break et dire, OK, au lieu de travailler 6 heures, je vais bosser 4 et me reposer le reste du temps, en fait, c'est bien, bien plus efficace. Et, complètement. et ouais, mais c'est un équilibre, tu vois, je pense qu'en plus, ça change en fonction des périodes de vie. Oui, Et il bien faut sûr. toujours. Mais c'est intéressant de se réinterroger assez souvent sur ça et de faire toujours les choses en conscience. De pas laisser l'autopilote parfois dans lequel on s'enferme diriger, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai quand tu écris un bouquin, tu vois, se reconnecter à ce que tu as envie de raconter, c'est quoi l'intention, quel message tu veux faire passer. Parfois, ça te permet de prendre un peu de recul aussi et de dire, OK, attends, là, je suis en train de peut-être de m'éloigner un petit peu, quoi. Mm. Ouais, je Et, suis d'accord. ouais, ouais. Et j'ai oublié. J'ai oublié. Et si, voilà, c'était ça que je disais parce que du coup, j'ai échangé avec Manon, avec Élise, donc le groupe des patates filantes, si je me trompe pas. J'ai senti que ça avait une grande importance pour elles. Comment ça t'a aidé, tu vois, d'être entouré et donc de te sentir peut-être moins seul aussi dans cette aventure encore plus auto-éditée? Déjà, ça m'a permis de m'auto-éditer. Ouais, ah, c'est Vraiment. beau, ouais.
Bah ouais, parce que sinon, en fait, bah, tu sais pas comment ça marche, etc. Tu sais pas quelles sont tes options qui s'offrent à toi et discuter avec des gens qui connaissent en fait les mêmes questionnements, plus ou moins, parce que des fois, il y a quand même des petites variantes. Bah en fait, c'est important pour après savoir ce qui te plaît à toi. Et c'est vrai que moi, avant d'arriver sur Instagram et de parler avec des gens qui écrivent, moi je connaissais personne qui écrivait. Enfin, du coup, je vivais ça solo dans mon coin, en mode ma petite passion, et puis voilà. Et en fait, après le Covid, il y a eu tellement de gens qui se sont mis à l'écriture qu'en fait, il y a eu un choix aussi énorme de personnes avec qui discuter. Et moi, je suis arrivée sur Instagram juste après le Covid, au final, parce que c'était en Attends, j'ai rencontré les patates. Ouais, c'était quand même un petit peu après le Covid quand même. Enfin, c'était pas juste après, tu vois, le premier Ouais. confinement, les trucs du genre, il y a eu un peu de temps quand même qui a passé, mais parce que là, avec les patates, on se connaît depuis plus de 3 ans. Ouais, un peu plus de 3 ans. Et du coup, j'étais arrivée sur Instagram, genre 5 mois avant, tu vois, à peine, même pas. Donc, ouais, ça fait presque 4 ans que je suis sur Instagram. Mais du coup, ouais, ça m'a aidée déjà pour avoir aussi d'autres points de vue, aussi. Comprendre que ce qu'on fait nous, bah, soit les autres le font aussi, soit ils font pas pareil, et c'est pas grave. Au contraire, c'est ta force. Et c'est vrai que bah, on se sent compris parce que bah, on peut parler des choses qui nous traversent et ça c'est important. Alors après avec les patates, moi c'est aussi un schéma un peu différent quand même parce que il y en a aucune qui s'auto-édite ou qui veut Mm. s'auto-éditer. Mais du coup au moins j'ai leur point de vue à elles et ça c'est aussi hyper enrichissant de pas rester enfermé dans ce qu'on connaît. Et du coup, elle me montre plein d'autres points de vue, du coup. Et ce qui est trop cool, du coup, de le savoir. Mais parfois, des fois, on peut se dire, ouais, mais du coup, des fois, je me sens un peu seule, en fait, avec mon auto-édition et tout ça. Surtout qu'on est quand même très proches. Et du coup, j'ai commencé aussi à un peu plus discuter avec des auto-édités. Mm. Et j'ai eu récemment des coups de cœur amicaux, d'ailleurs, au printemps dernier, avec des personnes avec qui je discutais déjà sur Instagram depuis longtemps, mais où on s'est vus. Et en fait, ouais, c'est facile, du coup. C'est plus facile parce qu'en plus, c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs. Donc là, bah, comme les patates, bah, en fait, on a les mêmes valeurs, du coup, forcément, il y a de l'amitié qui est possible. Mais là, il y avait un truc en plus, c'est que on pouvait parler d'auto-édition sans avoir à expliquer, à mettre de la pédagogie. Alors, pédagogie, pas dans Mm. le sens négatif, hein, dans le sens où on va mettre de l'énergie pour vouloir expliquer aux gens qu'on aime, on a envie qu'ils comprennent. Mais c'est juste que bah, des fois, ça fait du bien de ne pas avoir besoin même d'expliquer, de comprendre d'un coup. Mm. Et moi, j'encourage les gens à, d'un côté, ne pas rester qu'avec des gens qui font la même chose qu'eux, parce que sinon, on est bloqué dans notre microcosme et on n'en sort pas. Et d'un côté, d'avoir aussi des gens qui vivent aussi les mêmes choses pour se sentir des fois bah, pas seul, se dire que bah, on ressemble à d'autres et on est aussi nous-mêmes et différents de d'autres. Et du coup, ça fait un tout qui est assez unique pour nous. Et c'est pour ça que c'est des amitiés qui sont très complémentaires à ce niveau-là et qui font du bien et qu'on peut apprécier justement parce que on a les deux côtés. Mm. Parce que sinon, je pense que c'est pas facile d'avoir qu'un seul côté. Donc voilà, je pense qu'il faut Euh, trouver l'équilibre là-dessus et avoir des personnes en qui on a aussi les mêmes valeurs parce que dans l'écriture, tout est politique. Donc si on n'a pas les mêmes valeurs, pareil, ça va pas matcher non plus, même si on s'auto-édite, bah, c'est pas pareil. c'est clair, Ça c'est sera pas le clair. même rendu, quoi. Mm. Mais voilà. Moi, je conseille aux gens qui se lancent de créer des amitiés, effectivement. Alors, ça se fait pas comme parce qu'on le veut. Des fois, ça le fait parce que ça nous tombe dessus. On ne devient pas Ouais. amis parce qu'on a envie de devenir amis avec la personne. On le devient parce qu'on a des liens et on a des choses qui nous relient entre nous. Et ça se choisit pas et ça se gère pas. L'amitié, elle nous Non. tombe dessus, hein, clairement. Mais c'est pour ça, tu vois, que en fait, c'est important de partager, sans arrière-pensée, juste de Ouais. partager. Et Mm. ce mécanisme-là fait que naturellement, il va se passer des trucs que tu n'as jamais prévus. Tu vois, tu parlais des plans tout à l'heure. C'est Mm. exactement ça. En fait, il faut se mettre en action, en mouvement,
Et c'est aussi simple que de simplement dire bon bah ok, je vais écrire, je vais partager, je vais discuter. Et c'est là que naissent des choses exceptionnelles que t'aurais jamais pu prévoir. Et toujours les plus belles histoires sont des trucs que t'envisages pas. Et effectivement, Ouais. c'est pas comme tu regardes sur Instagram et puis tu dis ah cette personne, je vais être ami avec toi à partir de maintenant. Ça, Ça marche pas comme ça. malheureusement ça marche pas comme ça quoi. Et c'est ça, mais en même temps c'est pour ça que c'est aussi beau quoi. Et, Ouais. et je te Ouais, c'est pour ça que rejoins. c'est bien aussi, parce que tu vois, les patates, c'est un bon exemple, parce que c'est un concours de circonstances, c'est un message de Hmm. la part d'Élise qui dit, bon, on va s'entraider, qui est chaud? Et en fait, on arrive toutes les cinq, on se connaît pas du tout, et en fait, on commence à parler, et en fait, tu te rends compte que ça dépasse même le point commun de l'écriture, parce Hmm. qu'après, derrière, on parle de nos vies, enfin, il y a pas de limite, en fait, là-dessus. Hmm. Et c'est ça qui est enrichissant aussi, et que ouais, avoir des amitiés en écriture, c'est important. C'est bien aussi d'avoir des amis hors écriture, évidemment. Parce que ça nous fait aussi parler d'autres choses aussi, Hmm. c'est bien, et découvrir des nouvelles choses, et je pense qu'on n'en a jamais assez. Mais effectivement, ça fait du bien d'être compris, et ça booste. Parce que ça donne envie, en fait, d'accomplir, de réaliser ce qu'on veut, et bah, les autres, en fait, nous encouragent à le faire. Et c'est vrai que toute seule, sans ce point de vue-là, bah, peut-être que j'aurais continué à écrire ma saga juste pour moi ou mes potes, tu vois. Hmm. Mais que j'aurais peut-être pas voulu le montrer à plein d'autres gens et des inconnus. J'aime Alors que beaucoup, là, bah oui. j'aime beaucoup ce message de dire que c'est aussi par le partage que que naît le courage d'aller encore plus loin. Mm. Et moi, je suis très sensible à ça. On est des êtres entre guillemets solitaires. On est tout seul, tu vois. On est tout seul. Et en fait, c'est par le groupe, tu vois, que qu'on est poussé à faire encore plus grand. Et ce qui élève le groupe qui est autour de nous, et etc., etc. Et ce cercle vertueux dans lequel on grandit comme ça en s'accompagnant. Moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est ça, s'il y a parfois un seul conseil à donner, c'est ça, tu vois. C'est oser Mm. partager, oser demander de l'aide, oser demander des conseils, bref, voilà. C'est, Ouais, ouais, voilà. ouais. Et ça, c'est important, cette dimension individuelle et collective. Mm. Il faut un mélange des deux. On peut pas Exactement. oublier l'un ou l'autre, sinon il nous manquera quelque chose, forcément. Et tu vois, c'est une des thématiques un peu cachées que j'interroge aussi, tu vois, dans ma saga. Mm. Cette distinction entre l'individu et le collectif. Bah, tu vois, dans le tome un, c'est que des individus qui découvrent, donc ils sont très Mm. focalisés sur eux-mêmes. Dans le tome 2, c'est plus les relations qu'on commence à tisser dans un cercle restreint. Et en fait, dans le tome 3, bah, on interroge, on remet en question même les relations, etc. Enfin, on remet en question un peu ce qu'on veut aussi pour nous-mêmes après avoir rencontré les gens. Donc, tu vois, il y a un petit retour en arrière. Et Mm. après, dans le tome 4, hop, c'est une ouverture d'esprit plus Oui. grande et de comprendre sa place au sein du collectif, au sein du monde. Quelle est la place qu'on veut prendre et quelle est la place qu'on est capable aussi de prendre, etc. Et en fait, cette dimension-là, je l'interroge vraiment avec chaque tome de ma saga parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement je l'ai vécu aussi en arrivant dans l'âge adulte. Mm. Parce que quand j'ai eu 18 ans, bah, je suis partie vivre toute seule dans une nouvelle ville où je repartais en fait à zéro. Donc la découverte, bizarrement, j'ai fini le tome 1 à ce moment-là. Après, j'ai un peu plus creusé les relations, et là j'étais en plein dans mon tome 2. Et dans le tome 3, là, je me suis un peu repliée sur moi-même parce que j'ai vécu des fois des trucs plus sombres. Et du coup, bah, j'ai réinterrogé vraiment ce que je voulais, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à mon individualité. Et je sais que le tome 4, bah, ça va être cette réouverture, tu vois, vers le monde qui m'attend parce que bah, là, j'ai eu un petit peu ça à une période de ma vie, mais là, je suis un peu retombée dans le côté un peu truc pas cool qui nous arrive et qui nous fait nous remettre en question, etc. Et bizarre, hein, je suis dans ma réécriture de tome 3. La vie est bien faite. Bizarre, comme c'est bizarre. Et je sais qu'après, une fois que j'aurai fini ça, je sais que je m'en serais sortie aussi parce que des fois, ça prend du temps de sortir de certaines choses sur nous-mêmes. Et je sais que bah, le tome 4 arrivera à point nommé. Mm. Et c'est Ah, ça qui est intéressant aussi dans la démarche d'écrire et de renvoyer ce qu'on vit, nous, en tant oui. qu'auteurs, dans notre écriture. Et après, d'en faire ce qu'on en fait en termes d'intrigue, etc. Enfin, il y a toujours des liens avec nous-mêmes. Ouais, Toujours. c'est une réexploration de son propre intérieur.
Et c'est ça qui est magnifique dans l'acte d'écrire, d'autant plus quand Ouais. tu le fais aussi pour toi et sur une saga qui te tient autant à cœur. Mm. Et j'ai une dernière question, et après je te libère, promis, sur ta saga, du coup, je sais que tu l'évoques un peu sur ton site, mais tu m'as dit du coup t'avais jamais pu avoir de livres ou de séries préférées parce qu'il manquait toujours un truc. Est-ce que tu pourrais faire un petit panorama de, des, du coup, des 2 3 4 préférés peut-être, qui t'ont inspiré auxquels on pourrait peut-être comparer ta saga, mais sans faire de comparaison de valeur ou quoi que ce soit, mais Ouais, ouais, juste ouais. d'univers. Bah, ma série préférée de tous les temps où j'aurais voulu qu'il y ait un livre, c'est la série Heroes. Ouais, Donc, la série des années 2010. tu m'as Euh, remis cette série en tête et j'y ai repensé là en regardant, j'étais là, putain, c'est vrai, cette et là, je série, me la suis refaite, là, hyper putain. récemment, pour me mettre dans l'ambiance réécriture du Hmm. tome 3. Et franchement, mais c'est un délice toujours. Enfin, j'adore leur traitement des personnages, le Ouais. réalisme aussi que la série peut donner. Parce que en termes de colorimétrie, rien que ça, en fait, t'y crois, t'as l'impression que c'est arrivé. Hmm. Et t'y crois, t'as pas des pouvoirs un peu bizarres. Enfin, t'as des trucs qui... C'est cohérent, en fait. Et tu vois, si ça nous arrivait à nous dans notre monde... bah en fait, ce serait pas si étonnant, tu vois. Enfin, genre, ça Ouais, pourrait je très bien comprends. aller. Et moi, c'était exactement ce que je voulais faire, cette dimension-là, avec ma saga. C'est que on puisse y croire et que ce soit pas juste de la magie en mode show-off, en mode too much. Je voulais que Hmm. ce soit parfois très discret. Et des fois, bah, t'as des pouvoirs comme dans Heroes où c'est très discret. Ça ne se Hmm. voit pas, ça se ressent. Et Ouais. moi, j'aime beaucoup ce parti pris-là. Et d'avoir beaucoup de personnages, d'avoir ce côté cinématographique, parce que moi en plus, comme je suis une passionnée de cinéma, de séries, même d'audiovisuel en général, j'adore jouer avec l'image. Et ben en fait, j'ai une écriture assez cinématographique. Donc du Hmm. coup, pour moi, c'est un peu enfin la comparaison la plus qui se rapproche le plus de mon univers. Et après, derrière, faut rajouter des trucs qui, moi, me portent à cœur. Moi, je rajouterais mon film préféré, c'est Inception. Ok. Je suis très portée sur les rêves, de Hmm. manière générale. Quand j'ai été même étudiante, j'en ai fait un peu une passion. Et je m'entraînais même à rêver. Ah, Et, j'ai eu cette phase aussi. J'ai eu cette phase. et ça, c'est génial. Mais ça s'entraîne et ça se perd. Ouais, c'est Ça clair. peut se retrouver. Il y a des techniques qui existent. Hmm. Et du coup, j'étais à fond là-dedans. Et moi, Inception, j'adore parce qu'en plus, il y a de l'action. Ouais. Il y a vraiment des scènes d'action, il y a du rêve, il y a pas mal de personnages et le traitement est, est très bien fait sur la psychologie. Il y a beaucoup aussi de symbolique et ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Moi, j'ai été bercée aussi aux films d'action, aux films où il y a des symboliques et en fait, c'est pour ça que dans mon écriture, j'ai beaucoup de métaphores aussi. Parce que pour moi, une métaphore, c'est pas juste pour faire joli. Pour moi, derrière, c'est un sens pour mieux comprendre, par exemple, une émotion, mieux comprendre une situation, un rôle d'un personnage, etc. Et pour moi, je trouve que Inception le fait très bien quand on creuse un petit peu tout ça. Et puis les rêves, de toute façon, il n'y a pas un seul tome où il n'y a pas à un moment donné un rêve. Hmm. On dit direct, c'est qu'il y a un truc bizarre. Ouais. Mais voilà. Et sinon, après, dans mes inspirations, bah, évidemment, j'ai été inspirée de l'univers d'Harry Potter, alors par contre, qui est maintenant très problématique par rapport à son autrice. Oui, c'est Et ça sûr. me fend le cœur qu'elle soit devenue comme ça, je ne comprends pas. Mais je peux pas ne pas parler de cette saga parce que bah, ça a été ma saga coup de cœur quand j'étais Ben, ado. on était fin 95, Eh oui, on est en on a quasiment l'âge des héros au moment où ça sort. Enfin, Ouais. c'est effectivement, hein, je partage totalement ton avis, mais c'est vrai que c'est impossible de retirer l'impact que ça a C'est ça. encore aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que j'en parle, je remets en contexte. C'est Ouais, que bien voilà, sûr. c'était mon ressenti de l'époque. Alors évidemment, j'ai toujours un attachement, mais je vais plus acheter, je vais plus donner de l'argent à cette personne. Mais par contre, oui, sur le côté urban fantasy, clairement, on était en plein dedans. La Mm. magie qui s'inscrit dans notre monde, avec pas mal de personnages, du fan family. Et le fan family, pour moi, est très cher à mon cœur. Et c'est vrai que cette saga le mettait beaucoup en avant, sur la famille vraiment qu'on se crée.
Et ça, pour moi, c'est une thématique que je veux qu'on retrouve en fait dans mes livres. Et quand les chroniqueurs, quand les avis de lecture, etc. sortent et que je vois qu'ils me disent ah, c'est un vrai fan family là-dedans, je suis en mode ouf, trop bien, cool, il y a eu l'effet escompté. Donc ça fait plaisir. Alors que pourtant, des fois, bah, pour un premier tome, des fois, Fond Family, bon, il commence à peine, donc des fois, tu le sens pas beaucoup. Mais du coup, je suis en mode, bon, bah, la suite devrait leur plaire, alors ça c'est bien. Mais ouais, il y a cette saga-là qui est évidemment là, même sur la présence de la magie, etc. Ça fait, voilà, ça envoie du rêve. Et après, sinon, ouais, j'ai un peu plus de mal à trouver. Après, si je peux piocher un petit peu du côté du film. Alors en français, c'est Insaisissable. En anglais, c'est Now Ouais. You See Me. Ça, j'adore. C'est mon deuxième film préféré après Inception. Mm. Mais pour le Très côté fort, ouais. illusion, et bon, c'est un spoiler pour personne, un des personnages principaux de Subdone manipule les illusions. Et du coup, ce film m'a énormément inspiré sur les scènes même d'action. J'ai beaucoup appris des scènes d'action grâce à ce film-là. Et ce côté aussi très mystérieux, le côté on met des indices depuis le départ, et en fait à la fin t'as le plot twist, et t'es là, Ouais. putain, j'avais pas vu Et tu venir. vois tout, je suis d'accord, ouais. Et quand C'est tu le revois, incroyable. tu te dis mais comment j'ai pas pu le voir venir. Et ça, j'avoue que j'adore. Et après, sinon, dans les dernières choses, mais c'est pas du tout des films, des séries ou des livres, c'est la mythologie Ouais, et ok. l'histoire. Clairement, moi, je suis une férue de mythologie et d'histoire, surtout de, bah, du coup, de l'Antiquité et de la Renaissance. Et d'ailleurs, je projette un jour de faire un spin-off sur la Renaissance, Hmm. voir des petits subdons au moment de la Renaissance. Et du coup, avec d'autres personnages, etc. Bon, là, ce sera un gros taf et tout de Ouais. documentation. Mais j'avoue que je suis très inspirée aussi par tout ça. Et c'est pour ça que dans ma saga, il y a beaucoup de métaphores mythologiques, des parallèles plutôt que plus que des métaphores finalement. Mais des fois, ça se mélange un petit peu. Où en fait, bah, des fois, je vais comparer des situations à de la mythologie et à la place de chacun. Et je sais que chaque personnage, pour moi, a des fois des rôles et parfois peut prendre des fois des visages qui ressemblent à des gens de la mythologie. Bah, Ariane, c'est dans son prénom. Hmm. Clairement, voilà, le parallèle, il est là. Donc, dès qu'il y a Ariane, vous aurez des métaphores sur le labyrinthe, etc. Sur même l'histoire d'Ariane, mythologiquement parlant, il y a aussi des petites références, surtout dans le tome 2. Donc, pour les gens qui l'ont lu, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais du coup, il y a forcément des références, mais il y a d'autres personnages qui ont aussi un peu leur penchant mythologique, qui des fois peut changer. Il y en a qui en ont plusieurs. Je veux pas dire lesquels, parce que hormis Ariane, les autres, ça spoil de fou. Hmm. Mais de toute façon, ça donne un niveau de lecture, tu vois, différent, et qui vient enrichir encore le récit de tout ça. Et historiquement parlant, oui, je m'en inspire aussi beaucoup, plus pour le lore des Subdone. Ok. J'adore ça et du coup, il y a forcément des références historiques par rapport à tout ça. J'en dis pas plus non plus, c'est juste pour intriguer. Ouais, franchement, ça marche bien. Ça marche bien. J'aime bien le panel, ça me parle beaucoup. C'est très vaste et je pense que c'est pour le coup un très bon exercice pour se rendre compte de l'univers dans lequel on va grandir. Et Ouais, et puis de s'en rendre compte de ce qui nous a inspiré. hmm, Et du coup, dès qu'on a besoin de cette inspiration, bah des fois, ça fait du bien, tu vois, de se replonger dans ce qui nous a inspiré. Moi, je sais que, tu vois, pour écrire mon tome 3 pour me lancer, bah, j'ai re-regardé la série Heroes hmm, pour bien démarrer et que l'inspiration, elle revienne parce que je suis dans un environnement inspirant. Alors que, tu vois, je sais que je dois regarder la saison 2 de The Handmaid's Tale. hmm. Clairement, c'est pas le moment. Parce que là, ça va me couper l'inspiration et ça va pas du tout être dans la même vibe. Et je trouve qu'en tant qu'auteur, de savoir ce qui nous inspire le plus et où ça Ouais. marche, c'est important pour l'utiliser après derrière pour... Parce que l'inspiration, elle nous tombe pas du ciel, clairement pas. Elle nous vient de plein de choses et des fois, c'est du hasard. Et du coup, bah, des fois, on se dit, ah, bah là, j'ai eu un pic d'inspiration, je m'y attendais pas. Oui, mais, mais quand même, souvent, on peut aussi la provoquer. Hmm. Et ça se provoque aussi en connaissant nos propres inspirations, qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien, nous mettre en condition par rapport à ça, sans copier évidemment. Mais justement, je trouve que le jeu, il est un peu intéressant des fois, tu vois, de voir, tu regardes ta série préf, et en fait, après, tu te dis, ouais, là j'ai moins aimé leur traitement de cet Hmm. aspect-là.
comment je peux faire mieux? Ouais. C'est ça exactement. De faire, de devenir aussi un consommateur un peu conscient et Ouais. de quand quelque chose te plaît, de dire ok, pour quelle raison ça m'a plu, et quand Mm. quelque chose te plaît pas, de faire l'inverse. Et c'est vrai que ça c'est un c'est très très inspirant et là t'es en apprentissage, tu vois. Et Ouais, ça c'est complètement. ouais, Et c'est pour ça qu'après, voilà, tu perfectionnes un peu tes capacités de storyteller, ouais. clairement. Parce que là, tu parles même pas de la forme, là, tu parles du fond. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est vraiment de prendre ce recul sur sa propre écriture et de voir aussi nos forces, nos faiblesses. Derrière, ça peut jouer aussi. Et en fait, on comprend que nos forces, elles viennent pas de nulle part, et nos faiblesses non plus. Moi, je sais que je suis moins bonne dans, par exemple, les dialogues. C'est pas mon point fort, les dialogues, donc c'est souvent quelque chose qui me demande plus d'efforts à faire. Hmm. Mais en fait, c'est parce que moi, je fonctionne beaucoup à la vibe. Hmm. Quand il y a des musiques, etc., j'écoute pas les paroles. Enfin, Oui. quand il y a une série, etc., je m'en fais emporter par la vibe et des fois, je peux arrêter une série juste parce que la colorimétrie me met mal à l'aise ou Hmm. l'ambiance me met mal à l'aise. C'est possible. Donc, du coup, je sais que cet aspect-là va faire plus ma force, alors que, bah, effectivement, les dialogues vont être plus ma faiblesse. Donc, je sais qu'il va falloir que je fasse plus d'efforts pour ça. Mais c'est pas grave parce que du coup, on apprend à mettre son énergie au bon endroit et ça rejoint en fait ce qu'on disait sur être plus efficace. Ouais, Et exactement. ça passe par une pleine conscience de ce qu'on fait. On n'a jamais Exactement. totalement conscience de tout, mais il faut le faire au maximum. Non, c'est ça, exactement. Faire les choses en conscience. Et c'est une très belle conclusion, parce que je vais pas te déranger plus longtemps. Et franchement, tu vois, tu parlais d'inspiration, sache que à titre personnel, je t'ai trouvé extrêmement inspirante. Donc merci, merci pour tous tes partages, Aurore, et on en rediscute. Tu reviens quand tu veux pour parler de ça, avec Ouais, grand c'est très plaisir. gentil. Merci Et beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir d'échanger et de parler de ce qu'on aime, etc. Je trouve que ça booste. ouais, Et, ouais, bah c'est et ça. Là, j'ai envie de me mettre à écrire. voilà, ça motive. Exactement. Et ça, quelque part, c'est bon.